Et vas-y que ça papote. Mais c'est comme ça qu'on s'interroge. Et qu'on discute de sujets profonds. Et pourtant, c'est des managers, ils s'entendent super bien, ils communiquent pas mal. Alors, est-ce qu'ils oublient des éléments Est-ce que la com, elle doit pas se faire... Je sais pas si tu as déjà vu ça, mais est-ce que la com, ça doit pas être manager plus une personne de l'équipe Tu vois, dans ces réunions-là ouais. Ça pourrait être intéressant de... Moi, généralement, quand je fais des séminaires avec des managers, je leur dis de prendre une personne de leur équipe. Ouais. Dans le séminaire, quand on fait de l'intelligence collective, c'est bien d'avoir aussi un collaborateur. Et en fait, on prend une, voire deux personnes, mais généralement pour des raisons de budget, ils limitent le nombre de personnes. Et en fait, ce que je leur dis, c'est de demander à l'équipe, selon eux, quelle est la personne qui sera la plus représentative de leur équipe dans le truc. Et donc, ça peut être un moyen sympa de demander à chaque manager d'aller dans l'équipe et de dire on va voter pour la personne qui va venir avec moi en réunion et qui sera l'interface de l'équipe parce que selon vous, il sait bien communiquer, 2, il sait les problématiques qu'on a, et 3, c'est quelqu'un qui est légitime et quand il redescendra les infos aussi, eh bien la personne elle aura une légitimité par rapport à ça, quoi. Et cette personne, elle change en fonction des sujets, des réunions, ou c'est toujours la même ? Après à voir, mais moi généralement c'est un séminaire qui va durer 1 ou 2 jours, donc voilà, je vois les personnes qui viennent de manière spontanée. Après, dans un cas comme le tien, ça peut être intéressant que ce soit une personne légitime sur le sujet ou quelqu'un qui est un peu multitâche et qui comprend un peu tout et qui est capable de faire l'interface avec les autres managers, quoi. Mais ça peut être pas mal. Voilà. Ah ouais. Et après, c'est de les faire bosser, moi j'ai envie de dire, en intelligence collective pour qu'ils trouvent eux-mêmes la solution, tu vois. C'est-à-dire que la solution, la proposition viendrait des collaborateurs. Exactement. Et même des managers, c'est-à-dire qu'à un moment, ce que je te dis, tu le fais avec les managers et une personne de chaque équipe. Ouais. Et ils réfléchissent ensemble en se disant, bon, on a un problème, la communication, en fait, ça communique, mais pas à la bonne vitesse, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Et chacun réfléchit à un truc, et à la fin, tu as un livrable de voilà la solution qu'on va tester, qui c'est qui s'en occupe, qui fait quoi pour quand, et puis après tu expérimentes, si ça marche tant mieux, si ça marche pas t'ajustes, voilà quoi. Mais moi dans ces trucs là généralement je fais des sessions d'intelligence collective parce que c'est pas un cerveau qui va trouver la solution, parce que c'est quelque chose de systémique. Tu as des gens plus d'autres personnes, et en fait si c'est 2-3 personnes qui réfléchissent, tu as toujours les gens qui vont pas forcément adhérer, tu vois, voilà. Ouais. Donc ça peut être un bon truc, quoi. Du coup, je vais réfléchir parce que je dois faire un atelier autour de ça, et c'est vrai que je me dis, mais comment est-ce que vous arrivez à pas vous passer des informations alors que vous êtes H24 en train de travailler ensemble, en train de communiquer, vous entendez bien, ouais. Je pense qu'il faut un peu bousculer les méthodes, changer la méthode un petit peu, histoire de... Les mystères de l'humain. Ouais. D'ailleurs, je vais avoir une question là-dessus tout à l'heure. Salut, c'est Géraldine, la responsable marketing de chez QuickMS. J'interromps Lina juste 30 secondes pour vous parler de nos 2 logiciels RH qui permettent de simplifier votre quotidien. Le premier, c'est Graphique. C'est une BI RH qui permet de générer vos rapports automatiquement, comme la BDESE, le bilan social, mais aussi vos rapports comme l'absentéisme, la masse salariale. Et notre deuxième logiciel qui s'appelle Crew et qui permet de digitaliser vos entretiens professionnels et individuels et automatiser l'ensemble de vos campagnes d'entretien. Vous souhaitez en savoir plus ? Rejoignez-nous sur quickms.fr. Allez, je redonne le micro à Lina. À bientôt. Ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter. Qui tu es, ton parcours. T'es libre de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Ok. J'ai pas de format imposé. Ça va. Donc je m'appelle Olivier Christol. Moi je suis coach, formateur et facilitateur en intelligence collective depuis 10 ans. Et mon parcours, c'est quoi ? J'ai eu un diplôme d'ingénieur. J'ai travaillé dans l'informatique pendant 18 ans, où j'étais ingénieur, chef de projet, manager. J'étais manager pendant 12 ans. La boîte dans laquelle je travaillais était une magnifique boîte de semi-conducteurs sur Rousset, qui s'appelait Atmel à l'époque. Le site a été vendu ensuite, notre unité de production a été vendue à des Allemands. L'histoire a malheureusement duré 3 ans et demi. Et donc en décembre 2013, l'entreprise a fermé sur liquidation. On était 700. Moi, dans mon parcours, je m'étais fait coacher en tant que manager. Ensuite, j'avais fait un technicien en PNL, un praticien et un maître praticien. Et quand cette boîte a fermé, j'ai commencé à envoyer des CV à droite à gauche
pour retrouver un boulot comme j'avais déjà, de responsable d'infrastructure informatique. Et il se trouve que je sentais à chaque fois que j'envoyais un CV que j'avais plus du tout envie de faire de la technique. Et donc, pour avoir mon diplôme de coach, il me restait 20 jours de formation à faire, de coach certifié en PNL, chose que j'ai faite finalement en juin 2014. Et en septembre 2014, j'ai démarré l'aventure de coaching dans une couveuse. Donc, je ne sais pas si tu connais le principe de la couveuse. Non. La couveuse, c'est un endroit où, en fait, il y a plusieurs entrepreneurs. On peut facturer des prestations sans forcément avoir créé son entreprise. On va utiliser le numéro SIRET de la couveuse. Et donc, j'ai été accompagné par une personne qui m'a dit, parce que mon projet à la base, c'était d'ouvrir un cabinet dans Aix-en-Provence, un cabinet de coaching. Il m'a dit, Olivier, en fait, tu connais super bien le monde de l'entreprise, tu as été manager, tu as été chef de projet. Il m'a dit, va pas t'enfermer dans un cabinet, ça va pas être bien pour toi. Et c'est vrai que suite à cette réflexion, j'ai continué à me former. Je me suis formé pour faire formateur. Et j'ai fait 2 formations pour faire de la facilitation d'intelligence collective. Donc une avec Marine Simon et une avec Robert Dills, qui est un peu plus connu, on va dire, d'un point de vue mondial. Et ça m'a permis comme ça de pouvoir rentrer dans les entreprises et vraiment pouvoir proposer et de l'individuel et du collectif dans les entreprises, quoi. Donc maintenant, moi, les entreprises qui font appel à moi, généralement, c'est des problèmes de cohésion d'équipe, des problèmes de performance individuelle, performance collective. Et puis, les gens, c'est souvent un dirigeant qui veut amener sa boîte à un niveau supérieur et qui sent que dans ce monde complexe, ce qu'on appelle le VUCA, la volatile, incertain, complexe et ambigu, il sent que tout seul, il ne va pas arriver à faire un truc bien. Et il a compris, alors c'est pas tous, mais il comprend que finalement, si il utilise l'intelligence de son équipe, eh bien, il va aller beaucoup plus loin et les gens seront engagés. Donc, en fait, généralement, il faut intervenir pour faire des séminaires sur la vision, en fait. Et puis après, donc, on fait le séminaire sur la vision, on se rencontre les managers, alors c'est plus des chefs de projet, des chefs d'équipe que des vrais managers, et bien on forme les managers, et puis alors lui il a un problème de légitimité, donc on va le coacher, et puis voilà, on part en fait d'un début de conduite du changement, et puis derrière on commence à faire monter les gens en compétences pour aller dans le sens de ce qui a été construit pendant le séminaire d'intelligence collective, quoi. Voilà donc ce que je fais à peu près depuis 2014. Ouais. T'es devenu manager dans le cadre d'une promotion ou parce que pour toi c'était la suite naturelle de ton parcours et que ça correspondait bien à ta personnalité? Parce que tu sais, il y a toujours ce sujet de on promue la personne en tant que manager, mais en fait elle n'est pas manager, elle n'est pas faite pour être manager, elle est juste experte dans son domaine. Ouais, exactement. Alors moi je vais pas dire que j'étais l'expert, j'étais pas forcément le meilleur techniquement. Après ça a été une opportunité. On m'a proposé cette opportunité-là. Et puis en plus, je l'ai prise, parce que ce n'est pas tout le monde qui la prend. Et c'est vrai que je pense qu'au départ, j'avais vraiment une mauvaise vision du management. Donc pourquoi ? J'ai pas forcément été bon. Parce que en fait, je me voyais... En fait, je reproduisais ce que j'avais toujours vu, quoi. Donc en fait, c'est le petit chef taillant. Et c'est pour ça que je me suis vachement formé sur ce sujet-là. En fait, c'est vraiment un moment où tu dois comprendre dans ta tête qu'il doit y avoir un shift. Quand tu deviens manager... normalement, tu ne dois plus être opérationnel. Enfin, tu peux le faire, quoi, mais ça ne devient pas ton boulot principal. Et le risque dans un cas comme ça, c'est que du coup, comme tu restes dans l'opérationnel, en fait, tu vas dire aux gens ce qu'il faut faire, tu leur donnes des solutions, et en plus, tu n'es pas le meilleur technique, donc tu vois ce que ça peut créer. Alors qu'en fait, le rôle d'un manager, c'est vraiment d'animer l'équipe et de faire en sorte que tout le monde puisse se développer, grandir. Voilà, et donc, il y a eu un shift sur ça. Et par rapport à ce parcours-là, en effet, moi j'ai vécu des moments pas forcément super cool parce que tu te retrouves à devoir gérer de l'humain. Tu sens qu'il y a des choses que tu sais faire et des choses que tu ne sais pas faire. D'où le fait que que je me sois fait coacher. D'où le fait que j'ai fait des formations technicien, praticien, maître praticien en PNL et après des formations en management. Mais c'est arrivé tellement tard après, quoi. En fait, j'ai été manager en 2002 et ma première formation en management, j'ai dû l'avoir en 2010. Ah ouais. Donc 8 ans après, voilà, donc en fait, si tu veux, et ce qui est un peu dommage dans les entreprises, c'est que on dit à la personne, ok, tu passes manager, et puis en fait, derrière, il n'a pas forcément une formation, quoi. Donc en fait, ça crée de la souffrance chez tout le monde. Moi, c'est vraiment c'est vraiment mon message actuellement, c'est de dire, mais former les managers, c'est hyper important, parce qu'il y en a qui, naturellement, ont eu une vie et une jeunesse où ils ont géré du monde, ou alors même des trucs tout bêtes. Moi j'ai des amis, ils ont organisé des fêtes toute leur vie, et donc en fait c'est des gens qui savent organiser des choses avec des personnes, tu vois. Donc, et maintenant ils ont des postes à responsabilité, et je suis sûr qu'ils sont super bons dans ce qu'ils font, parce que quand ils étaient jeunes, ils avaient cette capacité à embarquer les gens, à mobiliser des gens,
Et après, tu as les gens qui sont plutôt techniques comme moi. Donc, quand ils passent manager, moi, j'étais le mec qui travaillait, tu vois, le gros bosseur. Et donc, en fait, la relation humaine, je ne vais pas dire que j'avais pas ça, mais en tout cas, embarquer des gens, c'est pas un truc qui était naturel chez moi. Et c'est vrai qu'en fait, il a fallu que je me forme pour pouvoir petit à petit gagner comme ça en compétences dans ce domaine-là. Après, est-ce que c'était par opportunité, par, je ne sais plus le terme que tu as dit, par promotion ? Ouais. C'est un deuxième point aussi que je trouve vraiment dommage dans les entreprises, c'est qu'il n'y ait pas des filières techniques prononcées, tu vois. C'est-à-dire que le moyen pour gagner plus, c'est de devenir manager. Et c'est un peu dommage parce que finalement, des très bons techniciens vont se lancer dans le management pour gagner plus. Alors, et donc, ils vont être des mauvais managers et ils vont plus te faire de technique. Donc en fait, pour moi, c'est la double peine dans l'entreprise. Et la triple peine, c'est qu'en plus, ils vont manager des gens et en fait, ils vont mal les manager, quoi. Donc en fait, ils vont avoir une équipe de personnes qui ne sont pas forcément heureux, quoi. Est-ce que même avec une formation, on peut considérer que tout le monde peut devenir manager ? Alors moi, je pense qu'avec des outils, ça peut vraiment aider, quoi. Moi, j'en suis persuadé. D'ailleurs, alors je ne sais pas si je peux faire une pub, mais je suis en train d'enregistrer une formation en ligne qui s'appelle Anyone Can Lead. Pour moi, tout le monde peut mener. Quand tu as des outils, c'est beaucoup plus simple que quand tu n'as pas d'outils. Je te donne un exemple tout bête, mais imaginons, tu vois un collaborateur qui a un comportement qui ne te convient pas. Le risque, c'est quoi si tu n'as pas les outils ? C'est qu'en fait, tu as envie de lui dire quelque chose, mais tu ne sais pas comment le dire. Alors, soit tu vas lui dire, mais tu le dis mal, donc la personne le prend super mal et ça peut casser la relation. Soit tu ne le dis pas, mais comme tu ne le dis pas, en fait, petit à petit, ça commence à monter en pression. Et le jour où tu vas le dire, ça va être monstrueux. Et c'est souvent les gens que je coach, ils me disent, ça va partir au clash, quoi. Ben oui, ça part au clash parce qu'en fait, ta manière de le dire, c'est juste pas du tout approprié. Donc, il y a une phrase qui dit « Plus que tu as raison sur le fond, il faut y mettre la forme ». Donc, c'est quoi les outils qui vont me permettre de mettre la forme ? Donc, moi, il y a des outils comme l'OSBD que je trouve génial. L'OSBD, c'est quoi ? En fait, c'est un outil qui te permet de partager de manière factuelle ce que tu observes. Donc, O, l'observation. Le S, tu vas donner ton ressenti par rapport à ça. Le B, c'est quel est ton besoin en tant que manager. Et D, c'est la demande que tu vas formuler à la personne. Donc en fait, rien que, t'imagines quelqu'un par exemple qui arrive en retard à une réunion à 9h15, après il arrive à 9h20, ensuite il arrive à 9h30, alors que l'heure de départ c'est 9h. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu laisses la situation comme ça, ou tu te dis, quand même, je vais lui faire un feedback ? Donc si tu fais un feedback tout de suite en allant voir la personne en lui disant, ça fait 3 fois que tu es en retard, lui, il y a de fortes chances. Il y a des gens qui vont le comprendre, mais il y a des gens qui vont dire je ne suis pas en retard, j'ai juste 15 minutes. Quoi. J'arrive 15 minutes. C'est pas un retard, on a les 15 minutes d'Aix-en-Provence, les 15 minutes de Marseille, de ce que tu veux. Quoi. Donc après, avec l'OSBD, tu peux observer de manière factuelle. Tiens, tu es arrivé une fois à 9h10, une fois à 9h15 et une fois à 9h30. Ça, c'est factuel, ça ne se discute pas. Quoi. Donc après, en tant que manager, tu peux partager ton ressenti. Donc moi, mon ressenti quand tu arrives en retard, ça m'agace. Parce que, en fait, il y a toute l'équipe qui t'attend. D'ailleurs, c'est peut-être une erreur du manager d'attendre, il devrait démarrer. Mais bon, admettons, il attend, donc il y a toute l'équipe qui attend. Ou alors, ma crainte, c'est que vis-à-vis de l'équipe, petit à petit, comme toi, tu arrives en retard, il y en a un autre qui va en retard, et donc on n'arrivera jamais à démarrer à l'heure. Mon besoin, c'est justement que les formations démarrent à l'heure, parce qu'on a besoin d'être efficace de 9h à 10h pour pas qu'il y ait de retard, parce que les autres ont des engagements. Donc ce que je te demande, c'est soit d'arriver à 9h, ou alors de trouver une solution pour arriver à 9h. Quoi. Voilà. Et donc en fait, tu arrives à faire passer un message comme ça, tout en jeu. Ouais. Là, tu vois, on dit souvent le tu qui tue. Là, c'est vraiment, tout est exprimé en jeu. J'observe, je ressens, j'ai besoin d'eux et je te demande. Donc en fait, c'est vraiment un truc où c'est hyper soft en fait comme communication. Quoi. Voilà. Donc c'est pour ça des petits outils simples comme ça. Bon, il y en a d'autres. Moi j'aime bien partager avec les managers un outil qui s'appelle le GROW. Alors, on est là pour parler d'outils aussi, c'est vrai. Ouais, carrément. Le modèle GROW, c'est G-R-O-W. Donc, j'adore les anglais parce qu'en fait ils arrivent toujours à trouver des acronymes qui veulent dire quelque chose et nous en français on n'y arrive pas. Mais GROW, en fait, c'est le goal. C'est quoi ton objectif ? Donc, imagine un collaborateur qui vient te voir et qui dit, voilà, j'ai un problème. Ok, c'est quoi ton objectif ? Donc, le goal, le G. Ok, après, c'est quoi ta réalité, finalement ? C'est quoi les résultats que tu as ? Donc, le R. Et puis ensuite, il faut travailler la personne, lui demander tout un tas de trucs, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ta réalité ? Donc, on va creuser le problème, en fait. Ensuite, O, c'est quoi les différentes options que tu aurais par rapport à cette situation ? Donc, la personne va dire, ça ou ça. Ok. Et ensuite, le W, c'est will. Finalement, dans ces options, selon toi, laquelle est la meilleure ? Eh bien, on va prendre la 2.
Donc je vais mettre en place la 2 et puis je vais voir ce qui se passe. Donc ça veut dire que le manager, il a un collaborateur qui vient avec un problème, il l'aide à trouver une solution en appliquant un petit outil de coaching qui est hyper simple à mettre en place et qui est quelque chose qui doit devenir naturel. C'est-à-dire que tu peux faire du modèle gros avec, en entretien par exemple de fin d'année. Tu peux faire du modèle gros à la cafétéria, donc, où en fait dans la discussion, de manière naturelle, tu vas aider la personne à trouver une solution. Mais là, toi, tu mets le manager comme quelqu'un qui va amener le collaborateur à trouver ou à proposer lui-même les solutions. Ouais. C'est pas toujours le cas. Tu peux avoir des managers qui sont très directifs et qui vont imposer leur vision. Ça, c'est pour l'engagement, Complètement. c'est catastrophique. Ouais. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que... Alors, moi, je suis bourré d'outils. Tant mieux. En fait, il y a un truc qui est super connu, c'est les 5 dysfonctionnements de Patrick Lencioni. Je ne sais pas si ça te parle, ça. Non, pas du tout. En fait, il dit... Je pense à ça par rapport à la notion d'engagement. Il dit, en fait, dans une équipe, pour qu'elle soit performante, la base des bases, c'est la confiance. C'est-à-dire que la confiance de quoi ? La confiance de se dire les choses. Donc on peut faire confiance en l'autre, il a des compétences, tout ça. Mais il y a un moment, c'est aussi la confiance de pouvoir partager son point de vue, partager qu'on va y arriver, qu'on ne va pas y arriver, de partager qu'on s'est trompé. Donc c'est, entre guillemets, avoir ce périmètre de confiance, on appelle ça une sécurité psychologique, pour pouvoir partager nos faiblesses, entre guillemets, nos vulnérabilités, quoi. Dire en réunion, je ne sais pas le faire, il y a des gens pour qui c'est super compliqué. Donc en fait, il dit, ce premier niveau de confiance va permettre de pouvoir interagir avec l'autre et de pouvoir échanger des idées. Si on n'a pas ça, ça veut dire que la confrontation d'idées n'aura pas lieu. Et ça veut dire que si tu as la confrontation d'idées qui n'a pas lieu, derrière, tu n'auras pas forcément un super engagement de la part de ton collaborateur. Donc pour revenir sur ce que tu dis, une personne qui vient, tu lui dis, en fait, il faut faire ça, ça et ça, et que la personne ne peut pas exprimer son point de vue, il va rentrer à son bureau, il va dire, ah non, mais tu sais ce qu'il m'a dit l'autre encore, il m'a dit qu'il faut que je fasse ça, mais c'est bon, quoi. Donc tu as zéro engagement, tu vois. Alors que quand tu as la confiance et que tu as cette confrontation d'idées, l'intérêt, c'est que derrière, même si le manager à un moment impose son idée, le fait que le collaborateur ait pu partager son idée fait que il va être plus engagé que s'il n'a pas pu le faire. Voilà. Après, il y a 2 autres niveaux, quoi, mais vraiment déjà cette base-là, je trouve que c'est fondamental, quoi. Au tout début de ton expérience managériale, t'es quel type de manager ? Alors moi, j'avais fait une analyse, j'avais fait un test, et en fait... Test de personnalité ? Non, pour voir si tu es directif, délégatif, participatif ou persuasif. Et donc j'étais délégatif, mais je pense que ça m'arrangeait bien. C'est-à-dire que quand tu fais ce genre de questionnaire, souvent les gens, allez, à 80%, ils sont délégatifs. Mais c'est pas qu'en fait ils délèguent, c'est juste qu'en fait ils font pas ce qu'il faut qu'ils fassent, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait tu es délégatif parce que ça t'arrange bien. C'est-à-dire que tu vas dire au mec, fais ça, mais tu cherches pas forcément, c'est pas de la délégation que tu fais en tant que tel, quoi. C'est que tu fais confiance aux gens, voilà, tu fais confiance, mais c'est pas une vraie délégation, quoi. Tu fais confiance ou en fait t'as pas le choix parce que finalement tu t'y connais pas mieux que lui. Mais complètement, ouais, non, mais après ça c'est... C'est un sujet, hein. Ouais, alors moi j'ai la croyance, qu'un manager n'a pas besoin de connaître le domaine technique. Quand tu sais t'appuyer sur les gens, moi j'ai eu de la chance de travailler pour un manager qui disait, bon les gars, c'est vous les experts, et voilà le problème. Mais c'est génial, quoi, franchement, parce qu'en fait... Tu sens qu'on te pose une question, on te demande de réfléchir à un problème. En plus, il avait l'art de réunir toutes les bonnes personnes dans une salle. Et il faisait de l'intelligence collective, quoi. Et il avait une solution qui était bien meilleure que s'il arrive en disant, bon les gars, on a un problème, on va faire ça, quoi. Et là, tu vois ce que je veux dire, tu as 5 personnes qui vont être démotivées, quoi. Mais du coup, je suis en train de me dire, est-ce que le problème de légitimité du manager, c'est justement quand il ne reconnaît pas l'expertise, enfin quand il ne remet pas la reconnaissance de l'expertise sur son équipe ? Parce que moi, j'ai déjà rencontré des managers, les équipes me disaient non mais il sait rien, il est nul. Et en fait, par rapport à ce que tu me dis, ça résonne. Parce que je me dis, en fait, le vrai sujet, c'est que le manager, il prenait les fleurs pour lui et il remettait pas, il n'y avait pas de la reconnaissance envers son équipe. Et pourtant, il déléguait tout. Ouais. Alors, il déléguait, et est-ce qu'il délègue aussi le fait de trouver des solutions ? Parce qu'en fait, s'ils sont capables de dire qu'il est nul, c'est qu'il y a de fortes chances qu'ils prennent des décisions qui ne soient pas bonnes. C'est-à-dire que tu veux dire qu'il impose le comment ? Ouais, qu'il impose le quoi et le comment, ouais, exactement. Donc ça veut dire qu'en fait, à un moment, il va trouver des solutions. Donc pour qu'ils disent qu'il n'est pas bon techniquement, ça veut dire qu'à un moment, c'est lui qui trouve les solutions et il demande aux gens de les appliquer, quoi. Oui, mais eux n'y adhèrent pas. Complètement. Eux pensent qu'on pourrait faire mieux. Bien sûr. Et c'est là, en effet, dans la posture,
C'est là qu'il y a un changement. Et du coup, la personne... En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le manager comme ça, même s'il n'est pas super bon techniquement, il va se raccrocher à la technique pour sa légitimité. Et parce qu'il n'est pas formé en management. D'accord. Dès que tu as les outils, en fait, tu te dis à un moment, c'est bon, la technique, je la laisse aux gens, quoi. C'est eux, c'est leur métier. Moi, mon boulot, c'est d'animer une équipe. C'est d'aider l'équipe à trouver des solutions. C'est d'être à l'écoute du terrain, soit pour trouver des solutions ensemble, soit pour faire remonter aussi à ta hiérarchie, parce que c'est aussi intéressant, le bottom-up, que ça remonte. Non, mais c'est vrai, quoi. Sinon, en fait, tu as des strates entre le haut et le bas. Les gens, ils savent pas ce qui se passe, quoi. Et donc, en fait, le manager, pour moi, il est au milieu. Alors, des fois, il fait passer des messages, c'est pas évident, parce qu'il n'est pas complètement aligné avec ce que propose la direction. Après, ça, c'est un truc, il faut quand même arriver à se l'approprier, parce que ça aussi, dans le management, il y a une vraie difficulté, c'est le courage managérial, quoi. Ouais. Et donc, en fait, est-ce que tu dis, ouais, les gars, on va faire ça, on m'a demandé de faire ça, je suis pas d'accord, mais on va le faire. En fait, le manager qui fait ça, il est en train de se discréditer complètement. Il est en train de montrer qu'il n'est pas aligné avec ce qui se passe au-dessus, qu'il porte un message, mais que c'est pas lui qui le porte. Et en fait, moi, ce que je dis au manager, c'est, imaginons, tu n'es pas d'accord avec un truc qu'on te demande de faire, c'est comment tu peux quand même t'approprier le truc. Comment tu peux t'approprier le message que tu vas faire passer pour que les équipes voient que toi aussi, tu adhères. Tu vas peut-être pas y adhérer à 100%, mais en tout cas, tu as trouvé un moyen pour y adhérer. Et donc, les gens vont te trouver légitime parce que tu portes un message. Quelqu'un qui dit « Ah, c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est les autres », ça veut dire que toi, tu ne décides pas. Tu n'es pas le manager qui va décider. Donc, en fait, tu es en train de te discréditer en tant que manager, quoi. Et comment on fait pour porter une décision à laquelle on n'adhère pas du tout? En fait, derrière, tu dois trouver quand même le bénéfice qu'il y a à cette décision. Et même si tu n'en trouves pas, à un moment, tu fais... En anglais, c'est « you fake it until you make it », quoi. C'est pas grave, tu le fais quand même. Tu montres que tu es aligné avec le truc. C'est super dur, quoi. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui quittent les entreprises. Moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs. Tu vois, je crée des groupes, je fais des sessions de codev avec des entrepreneurs qui s'appellent les groupes Mastermind. Et les gens, quand je les recrute dans les groupes, je leur demande qu'est-ce qui fait que tu es devenu entrepreneur. Mais 90%, ils me disent, j'en avais marre des décisions pourries de la direction qu'il fallait que je porte. J'en avais marre qu'on me demande de faire ça, alors que je n'y crois pas, quoi. Voilà. Donc après, il y a une solution, c'est aussi de prendre sa vie en responsabilité et puis tu quittes l'entreprise. Si tu n'as que des décisions, tu n'es pas d'accord, à un moment, on va dans une boîte où tu vois que ça respire quelque chose qui est aligné avec toi. Hein, voilà. Est-ce que tu fais la différence entre le manager et le leader? Oui. Ouais. Clairement, en fait, si tu veux, c'est dans l'état d'esprit, quoi. C'est-à-dire que la façon que je vois, la façon dont un manager, c'est généralement, il fait une réunion et en fait, on est tourné sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tu imagines un bateau, quoi, et il regarde dans le sillage. Je confonds tout le temps entre le sillon et le sillage. Un bateau, c'est un sillage, je crois. Sillon, c'est derrière le tracteur, et bateau, c'est un sillage. Donc en fait, le manager va regarder derrière le bateau. Donc il va dire, t'as fait ça, oui, hop. Et un tout petit peu de vent. Le leader, il regarde rapidement ce qui s'est passé derrière, parce qu'en fait, ça donne de l'information, mais surtout, il regarde devant, quoi. Donc en fait, tu peux pas leader un groupe si tu sais pas où tu l'amènes, quoi. Donc en fait, le leader, il est toujours connecté avec la vision, la stratégie de la boîte, et il sait qu'il va dans la bonne direction, et du coup, ça l'aide aussi énormément à prendre des bonnes décisions. Tu vois, c'est quand tu sais où va le bateau, et quand tu as une demande de ton équipe, tu es capable de dire oui, on fait ça ou on fait pas ça, quoi. Voilà, est-ce que c'est aligné ou pas avec la stratégie de la boîte. Maintenant, un manager qui regarde toujours derrière le bateau, quand on lui pose une question, comment il peut répondre puisqu'il ne sait pas où va le bateau, quoi. Et en fait, moi aussi, quand j'accompagne des managers, mon objectif, c'est qu'ils passent de manager à leader. Et je vois beaucoup de réunions CODIR, quand je fais des coachings d'équipes CODIR, où en fait, dans les équipes CODIR, ils passent leur temps à regarder derrière, quoi. Et ils ne regardent pas devant. Ils n'avancent pas. Ah, mais alors ils avancent. En fait, si tu veux, ce qui est dommage, c'est qu'ils avancent, mais ils n'arrivent jamais en fait, à se mettre dans l'optique de se dire est-ce que c'est aligné avec ce qu'on a décidé au départ, quoi. Est-ce que c'est aligné? Et donc, en fait, mon objectif, c'est de leur dire vous passez, on va dire, 10% du temps de la réunion sur ce qui se passe derrière. Ensuite, vous partagez les problématiques que vous avez. Vous prenez un grand moment pour résoudre les problèmes en intelligence collective, parce que ça ne sert à rien de réunir des gens dans une salle pour que chacun montre ses slides de ce qu'il a fait, de ce qui s'est passé, ça on n'est pas arrivé. Ça. En fait, à un moment, il y a un gros travail d'intelligence collective pour résoudre les problèmes, et c'est surtout, où est-ce qu'on va, quoi. C'est-à-dire que par rapport aux problèmes qu'on a, qu'est-ce qu'on décide en lien avec la vision, quoi.
Et donc, en fait, c'est de regarder devant. En fait, c'est naturel de regarder devant, quoi. Et le problème des managers, c'est quand tu fais une réunion avec un manager, c'est alors, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, c'est bien. Et puis ça, ah, on a eu ce problème-là. Ah, ok. Non, mais tu vois le truc? Ouais. Et en fait, t'as pas un moment. Moi, ce que je leur dis, c'est dès qu'il y a un problème qui est hop, vous le notez sur un tableau. Donc, il y a un moment, mais il faut passer vachement de temps sur ça, c'est de dire on a 10 problèmes, c'est quoi les 3 plus gros? Et on réfléchit tous ensemble parce qu'en fait, c'est un intérêt qu'on réfléchisse tous ensemble sur ce problème-là, quoi. Maintenant, si chacun, j'ai eu tel problème, et puis chacun repart avec son problème, pourquoi on s'est tous réunis, quoi? Pour échanger les informations. Ouais. Et ça s'arrête là. Et donc, du coup, c'est de l'informatif. C'est pas du... En fait, alors, admettons avec un manager qui est que de l'information, admettons, mais un codir, c'est co-dire. On dirige ensemble. C'est-à-dire que c'est juste du partage d'informations, il n'y a pas de direction, quoi. Donc, on passe à côté de ce que c'est réellement un codir, quoi. Moi, il y a un truc que je trouve qui commence à être exploité, mais que je connaissais pas du tout en entreprise. En tout cas, jusqu'à arriver chez QuickMS, j'avais jamais eu ça en entreprise. C'était le co-développement. Ouais. Et c'est un truc vachement puissant qui est absolument pas exploité. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le co-développement et comment est-ce qu'on peut le mettre en place et faire en sorte que, en fait, ça fonctionne? Parce que c'est pas simple à mettre en place. Ouais. Déjà, il faut que tu trouves des personnes qui acceptent de venir en session de co-dev. Ouais, complètement. Alors moi, j'en ai fait pas mal en entreprise. Déjà, il faut réunir des gens qui sont capables qui ont une vraie volonté d'entraide. Et il faut surtout arriver à créer un cadre de confiance et de confidentialité qui fait que les gens vont partager leurs problématiques devant les autres. Donc au départ, tu sens un certain scepticisme. C'est-à-dire que tu as quelques personnes qui vont être volontaires au départ, mais tout le monde ne se sent pas... Et c'est là que je parlais tout à l'heure du cadre de confiance, de la sécurité psychologique. Tout le monde ne se sent pas forcément de partager une problématique devant un groupe, quoi. Et donc, il faut arriver à trouver des gens qui ont quand même des intérêts communs à pouvoir partager ce groupe-là, à partager leurs problèmes dans ce groupe. Et il faut avoir quelqu'un qui arrive à avoir cette posture de facilitateur. C'est-à-dire qu'en fait, le process du codev, pour l'expliquer rapidement, c'est en préambule, on sélectionne une personne qui a une problématique. Donc cette personne va avoir un moment pour pouvoir présenter son problème. Derrière, il va y avoir un moment de question de clarification où on va chercher à comprendre le problème de la personne. Et ce qui est vraiment génial, c'est quand les gens n'ont pas l'habitude de faire du codev, tout de suite ils sont dans l'espace solution. Donc ils donnent des conseils au lieu de chercher à comprendre finalement quel est le problème. Une fois que le problème a été vraiment bien compris par les gens, à ce moment-là, la personne qui présente le problème va partager ce qu'on appelle un contrat. Il va dire, moi aujourd'hui, je vais être aidé sur telle chose, et voilà là, par exemple la question que je pose au groupe. Ensuite, il va y avoir un moment où chacun du groupe va partager son expérience, ses ressentis. Après, il y a plusieurs méthodes de codev, mais son expérience, ses ressentis. Et à la fin, donc la personne qui a présenté sa problématique va se retrouver avec une lecture de son problème au travers des prismes des 6, 7 autres personnes qui y a autour. Et donc, ça va énormément l'aider pour, en fait, choisir parmi les options qui lui ont été apportées par rapport au parcours et à l'expérience des gens. Donc, la personne qui a présenté son problème va voir un ensemble de solutions possibles et il va définir un plan d'action qu'il va ensuite partager avec le groupe. Et ça, c'est top parce qu'en fait, là où je te rejoins, c'est que dans la culture d'une entreprise, quand une personne a un problème, ça serait super de créer rapidement un groupe avec des gens, si c'est vraiment dans la culture. En l'espace de 45 minutes, la personne elle repart avec un plan d'action, quoi. 45 minutes, quand tu fais du flash codev, c'est 45 minutes, 1 heure, ça passe bien, quoi. Comment tu sélectionnes les personnes qui font partie de ce groupe codev? Est-ce que tu prends forcément une personne qui a les mêmes fonctions que celle qui pose le problème? Alors moi, quand je l'ai fait en entreprise, c'était souvent des codev avec des managers, quoi. Okay. Donc en fait, c'est des codev de pair. Je l'ai fait aussi dans une entreprise avec des gens qui étaient vraiment dans la technique de la finance, quoi. Donc c'est des gens qui portaient des dossiers techniques. Et ce qui est vraiment sympa dans le codev, c'est-à-dire que déjà, la personne qui a un problème, elle est aidée. Par contre, il y a un deuxième effet qu'on ne voit pas forcément, c'est que ça fait remonter tous les dysfonctionnements d'une entreprise. C'est-à-dire que, en fait, tu vas voir, par exemple, une première personne qui va dire, voilà, j'ai tel problème, donc les gens vont partager. Et par exemple, donc tu as un manager qui va dire, oui, en fait, le problème que j'ai, c'est qu'on me demande de prendre des décisions, mais finalement, j'ai pas la liberté d'action, quoi. Et puis, tu en as un deuxième qui va présenter un autre problème, et la conclusion, ça va être « Ouais, mais on me demande de prendre des décisions, mais je n'ai pas la liberté d'action. » En gros, tu fais émerger dans l'entreprise le problème que, en fait, on demande aux gens de prendre des décisions, mais ils n'ont pas la liberté d'action. C'est qu'ils
par exemple, tu as des managers qui ont 0 budget. Qu'est-ce que tu décides quand tu as 0 budget, quoi? Tu vois, tu peux décider, mais en fait, comment tu peux t'engager dans une solution, dans quelque chose, si tu n'as pas de budget? Donc en fait, ça fait ressortir des problématiques d'entreprise. Puisque chacun, au travers de son problème, le problème vient de quelque chose qui est au-dessus, quoi. Sur lequel le CODIR, le CEO, doit apporter des solutions pour aller là où il veut aller. Exactement. Le facilitateur, tu le choisis comment? Il est désigné comment? Alors moi, ce que je fais, c'est que généralement, il me faut intervenir et j'aime bien partir du principe que le coach est biodégradable. Donc pour mon chiffre d'affaires, c'est pas bon, mais en tout cas pour les... On me voit pas longtemps. Mais donc ce que j'aime bien faire, c'est faire animer par exemple les 3 premières sessions de Codev. Comme ça, les gens peuvent se projeter et voir comment on anime. Ensuite, je vais demander à 2-3 personnes du groupe de prendre la main et de commencer eux à animer, et en leur faisant un feedback, tu vois, d'amélioration, et petit à petit pour qu'ils arrivent à devenir autonomes et qu'ils puissent faire leur session de Codev. Donc je te dis, c'est pas bon pour mon business, mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens déjà qui sont moteurs pour ça, qui petit à petit commencent à comprendre la posture du facilitateur. En fait, on est juste là pour conduire un process et pas du tout, il peut aussi apporter des solutions, hein, mais en tout cas, c'est pas son objectif principal. Et du coup, dans le temps, c'est bien parce que ça fait monter des gens en compétence sur des sujets qu'à la base, ils pensaient peut-être qu'ils n'étaient pas capables de le faire, et puis finalement, à la fin, ils arrivent à le faire, donc je trouve ça vachement bien, quoi. Donc le facilitateur, idéalement, tu prends une personne qui est externe à ça pour qu'elle ait... Non, des fois, c'est des gens du groupe. Ouais, okay. des managers qui, en fait, après, entre eux, ils arrivent à animer leur propre session de Codev, okay. Quoi. Et ça, moi, je trouve ça bien, quoi. T'as pas besoin tout le temps d'un coach pour faire ça. J'aimerais qu'on parle de la méthode DISC. Alors, moi, je sais ce que c'est. Ouais. C'est voir la vie en couleur. Ouais, c'est ça. Mais j'aimerais bien que tu présentes cette méthode-là, et après, on basculera sur ce dont on a parlé la dernière fois, autour de ces 4 couleurs. Yes. Donc, en fait, la méthode DISC, c'est quoi? C'est un outil d'analyse comportementale. L'idée du créateur, en tout cas dans la méthode que j'utilise, de William Moulton Marston, le principe, c'est de se dire que en observant le comportement de quelqu'un, eh bien, tu peux en déduire certaines choses. D'accord? Et donc, en fait, la méthode de William Moulton Marston, ils sont partis des 4 émotions primaires, donc c'est la peur, la colère, la joie et la tristesse. Et ils ont mis en place un modèle qui permet de définir 4, on va dire, sociotypes, et qui est là où c'est vraiment intéressant, c'est que qu'on parte de Marston, qu'on parte de Jung ou qu'on parte des drivers, on arrive quasiment à la même chose, des drivers d'analyse transactionnelle. Les méthodes arrivent quasiment à la même chose. Malheureusement, il y a des méthodes où ils ont eu la bonne ou mauvaise idée de changer les couleurs, donc après, en fonction des méthodes, ça peut être à faire le lien, mais bref. En gros, on arrive à 4 typologies de personnalités, où on a ce qu'on appelle les profils rouges, donc où les personnes qui ont une dominante de rouge, c'est des gens qui sont, on va dire, orientés sur l'action, orientés sur ce qu'il y a à faire, et avec un vrai focus sur le résultat. C'est le résultat à atteindre. C'est-à-dire que eux, quand tu leur proposes un projet, la première question qu'ils vont te poser, c'est quand et combien ça va coûter et à quel moment on va avoir un retour sur investissement. Donc généralement, on retrouve les dirigeants, ceux qui prennent des décisions. Exactement. Là, tu vas retrouver les dirigeants. Après, tu as des dirigeants qui n'ont pas forcément cette dominante-là, mais on va dire les entrepreneurs, les directeurs commerciaux, souvent c'est des gens qui sont, toutes les personnes orientées sur le résultat. Tu peux même avoir des sportifs de haut niveau comme Rafael Nadal, tu peux te dire qu'il est rouge sanguin, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la première typologie. Ensuite, il y a les profils jaunes. Donc c'est des gens qui ont une vraie capacité à transmettre des idées, à communiquer, à interagir. Ils sont très influents, donc vraiment ils ont une vraie capacité à porter des projets, à embarquer des gens, très enthousiastes. Voilà, donc eux, ils sont portés sur la relation avec les gens, mais surtout dans la relation, ils vont envoyer de l'information, quoi. Ils transmettent leurs idées. Ensuite, on a les profils verts, c'est plutôt des gens qui vont rechercher une certaine stabilité de leur environnement. Ils n'aiment pas quand il y a beaucoup de changements, ou en tout cas quand il y a du changement, ils vont les mettre vraiment de manière méthodique, pas à pas, et ils ont une grosse qualité, c'est qu'ils ont énormément d'écoute. Donc ils écoutent, ils rassurent les gens, et eux, ils sont dans la relation, mais je prends de l'info, quoi. C'est-à-dire que souvent, c'est des gens qui posent des questions aux autres et puis ils écoutent. Donc, ils sont plus dans le fait de parler. Donc, eux, ce sont les opposés au rouge. Voilà, quasiment. En fait, c'est vrai que quand on fait les plus et les moins d'un profil, en fait, tu te retrouves quasiment avec les opposés sur les couleurs qui sont en diagonale, quoi.
Et après, on a les profils bleus, c'est des gens qui ont une vraie capacité à respecter des règles, à mettre en place des process, des normes et des choses comme ça. Et eux, en fait, ils sont orientés sur le comment. Donc, ils sont orientés sur la tâche et sur comment on va faire quelque chose. Par exemple, si tu proposes, alors tout à l'heure je parlais, on propose un nouveau projet à un profil rouge, il va dire quand, combien. Tu proposes un nouveau projet à un profil jaune, il va te dire qui y a dans l'équipe. Parce que lui, il est orienté sur la relation, il va savoir qui y a dedans. Quand tu demandes à un profil vert, il va te dire pourquoi. Pourquoi il faut changer, parce que comme il n'a pas envie de changer, il va vouloir comprendre pourquoi il faut changer. Et le profil bleu, la question qu'il va poser, c'est comment on va faire. Si tu donnes un projet, c'est vraiment intéressant, parce que quand tu demandes à un profil bleu, par exemple, de s'engager sur un projet et qu'il ne sait pas à l'avance comment il va faire, il a du mal à se projeter. Là où un profil rouge, mais il va y aller mais en fonçant de tête baissée, et même un profil jaune, quoi. Voilà, donc en fait, ces outils, ce qui est intéressant, c'est pas de mettre des gens dans des cases, parce que ça, c'est un vrai risque. Dès que tu commences à dire t'es rouge, t'es bleu, t'es vert, moi je dis jamais ça, t'as une dominante de rouge, t'as une dominante de vert. On a de toutes les couleurs avec des variations. Il n'y a pas de bonne et mauvaise couleur, c'est un côté humaniste quand même de la méthode. Et c'est un super outil pour comprendre comment on fonctionne, pour comprendre comment l'autre fonctionne, donc pour interagir à deux. Et puis après, en équipe, pour moi, c'est un outil fantastique. Et pour terminer sur cette présentation, moi je vois dans les régions, dans la région, quand j'interviens dans les TPE, PME, ce qui est top dans ce truc, c'est que mais d'un pragmatisme, c'est très rapide. Tu arrives à 9h et à midi, les gens, ils parlent en couleur, quoi. Tu vois, à la pause déjeuner, ça y est, ils ont compris. Bon, après, le truc, c'est qu'ils arrivent à comprendre qu'on n'est pas une couleur. Et moi, je suis hyper vigilant à ça. C'est pas je suis rouge, c'est pas je suis bleu. Non, j'ai une dominante pour comprendre que de toute façon, on peut faire évoluer les couleurs. Donc, tu as des gens qui y arrivent, tu en as qui arrivent moins bien. Et généralement, quand tu prends des entrepreneurs, des gens qui ont 20 ans d'entrepreneuriat derrière eux, tu remarques que les couleurs, elles sont quasiment toutes développées parce que quand tu es dirigeant, oui, il faut fixer du résultat, oui, il faut faire du relationnel, donc tu vas dans le jaune, oui, il faut quand même être un petit peu à l'écoute des clients parce que sinon, tu vas dans le mur, et ouais, c'est bien de mettre en place des process dans l'entreprise, quoi. Voilà. Donc tu vois, quand je dis un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui a créé sa boîte, hein. C'est pas quelqu'un qui a été parachuté à un poste de direction, quoi. Mais vraiment quelqu'un qui a été dans l'entrepreneuriat pendant super longtemps. Moi, je me régale à rencontrer des gens comme ça en événement réseau, parce que tu vois qu'ils ont développé plein de choses. Donc, j'ai remarqué ça chez les dirigeants, et aussi chez les gens qui ont changé d'environnement, qui ont changé de pays. Donc, tu vois que, en fait, les gens avaient une culture dans un pays, et ils arrivent dans un nouveau pays, et en fait, je pense que ça les a amenés à devoir s'adapter à une nouvelle culture, et donc, c'est un truc que j'ai observé, c'est qu'ils ont pas mal de couleurs assez développées, quoi. Voilà. D'accord, donc, mais alors plus tu as de couleurs dans ta personnalité, est-ce qu'on peut dire que en fonction des événements, de l'environnement, tu vas avoir une couleur plus dominante qu'une autre et que ça peut changer? Ouais, alors en fait, on a ce qu'on appelle le comportement de base. Donc ça, c'est les couleurs qui vont ressortir quand tu es dans un environnement où tu es vraiment, on va dire, en confiance, où tu n'as pas besoin de t'adapter à quoi que ce soit, ni à une personne, ni à une situation, voilà. Et puis, tu as ce qu'on appelle le comportement adapté. Donc, en fait, c'est comment tu vas faire varier tes couleurs pour t'adapter à l'environnement dans lequel tu vas. Donc, moi, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est, imaginons, chez toi, tu manges, c'est super cool, tu peux manger avec les doigts, et puis, en fait, tu vas manger chez tes beaux-parents, ils mangent, on sent que c'est avec la cuillère et le truc. En fait, tu vas adapter ton comportement à tes beaux-parents. Tu vas sûrement pas avoir le côté familier à rigoler comme tu fais quand tu es avec tes parents, avec tes beaux-parents, tu vois. En entreprise, c'est pareil, c'est-à-dire que tu as des gens, ils sont, on va dire, pas forcément orientés sur le résultat en permanence dans leur vie perso, et ils arrivent dans une boîte où on leur a fait comprendre que le résultat, c'est vachement important. Tu vas voir qu'en base, la personne, il a peut-être 15% en rouge, puis tu en as, ils vont monter en adapté dans la boîte à 80% en rouge, parce que ils sont toujours derrière avec quelqu'un qui est sur leur dos pour amener du résultat. Donc ça veut dire qu'ils arrivent à faire varier les couleurs, donc c'est très bien. Par contre, quand la variation est trop grande, ça te bouffe de l'énergie psychique. Ouais. Donc c'est comme ça que tu as des gens qui des fois arrivent à être complètement épuisés, à aller jusqu'au burn-out parce qu'en fait ils sont en suradaptation en permanence et donc ça leur bouffe vraiment beaucoup d'énergie, quoi. Et c'est vrai qu'on arrive à le comprendre, quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir des CEO, des nouvelles personnes, de nouveaux auto-entrepreneurs qui n'ont absolument pas cette dominante rouge et qui sont peut-être un vert ou un bleu? Ouais. Tu vois? Alors, je connais quelqu'un comme ça, que je connais très bien. Elle est 100% vert. Oh mon Dieu! Et donc, si tu veux,
pour développer son business, 100% vert avec 4% de rouge, c'est super compliqué, quoi. Mais à quelle heure, quand tu as 4% de rouge, tu te dis je vais ouvrir un business? Ben, en fait, c'est par passion. Et donc, c'est ce que tu vas retrouver. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait des dirigeants qui sont profil rouge, mais les gens qui sont dans les ESS, tu vois, l'économie solidaire, sociale et solidaire, souvent, c'est des gens qui ont un côté utopiste, ils veulent changer le monde et tout ça, et c'est très bien. Mais c'est vrai que dans des entreprises comme ça, c'est vraiment intéressant de comprendre la complémentarité, quoi. Moi, j'adore quand je vais dans une entreprise où je vois qu'il y en a un qui est plutôt rouge-jaune dans les dirigeants, tu vois, dans les associés, il y en a un qui est rouge-jaune, et puis son binôme, il est bleu-vert, quoi. Et je me dis, en fait, s'ils arrivent à comprendre leurs différences pour que ça se passe bien, et leur complémentarité pour qu'ils soient super puissants, ben, tu te dis, en fait, c'est top, parce que chacun vient, on va dire, complémenter l'autre, quoi. T'imagines un dirigeant qui est profil rouge, donc ils sont capables de changer de direction, mais du jour au lendemain. Ouais, j'en ai connu. Ils tentent quelque chose. À Emmanuel Cazeneuve de chez Jesus. Lui, c'est un rouge. C'est une fois, j'avais fait venir Sylvie Caglioli et elle lui a serré la main. Elle m'a dit, oh, mais franchement, je pense que le serrage de main, le bonjour, a duré 4 secondes. Elle m'a regardé, elle m'a dit, ah, lui, c'est un rouge. Direct. Ouais. Et lui, ça se voit direct, en fait. Il y en a, tu le vois. Ouais. En fait, c'est vrai que tu as des gens qui... C'est perceptible très rapidement, quoi. Et donc, si tu imagines quelqu'un qui a une dominante de rouge comme ça, et qui est qui est focus sur l'atteinte du résultat, tu te dis que s'il tente quelque chose et que ça marche pas, il voudra tenter autre chose parce que son objectif, c'est d'atteindre le résultat, quoi. Alors, je vais pas dire peu importe la manière, mais en tout cas, il va tenter plein de trucs. Et donc, s'il n'y a pas un profil vert en face, qui à un moment va réguler, va essayer de maintenir une stabilité, en fait, le dirigeant rouge, il peut rendre toutes ses équipes complètement fous, quoi, au bout d'un moment. C'est que ça change toutes les 10 secondes. J'exagère, quoi, mais en fait, on tente, ça marche pas, on passe à autre chose. Le profil vert, là où le profil vert va être super persévérant, quoi. Donc, en fait, il va tenter, il va faire quelque chose, il va continuer, il va y aller pour pouvoir réussir, tu vois. Donc, en fait, c'est là que tu vois qu'il n'y a pas de bon et mauvais profil, quoi. Est-ce que c'est adapté à la situation ou pas, quoi. Et donc ton profil vert, comment tu fais pour la coacher? Puisque alors, du coup c'est un vrai sujet, ça. Ouais, alors déjà c'est compliqué de la coacher parce qu'on a des relations très proches. Et en fait, moi je lui fais des incitations. Donc par exemple, et si tu allais dans un événement réseau? Et si tu faisais ça? Et si tu faisais ça? Et petit à petit ça évolue, mais en tout cas c'est sûr que si elle avait plus de rouge dans les couleurs, je pense que ça irait beaucoup plus vite pour elle. Et sachant qu'en plus, ce qui est incroyable, c'est que c'est une personne, quand elle sort dans un événement réseau, elle arrive à développer son business, quoi. Donc en fait, tu vois, là où un profil rouge prendrait son téléphone, il appelle dans le dur, il fait 50 appels dans la journée, et c'est pas grave s'il se prend des portes fermées toute la journée, elle n'est pas faite pour faire ça. Ça veut dire que son business, elle peut le développer par une autre façon, c'est d'aller au contact des gens et dans la relation avec les gens, quoi. Parce que c'est là qu'elle est hyper douée, quoi. Donc en fait, ça veut dire que tu as des outils, tu as des forces en toi. Souvent, quand on demande aux gens si tu veux t'améliorer, qu'est-ce qu'il faut faire? Développer tes points forts ou tes points faibles. Tout le monde dit, 80%, quand je fais les ateliers, 80% des gens disent développer les points faibles. Appuie-toi sur tes points forts, construis ta stratégie sur des points forts, et puis tu développes petit à petit tes points faibles. Mais en fait, développer ses points forts, c'est pas naturel, et pourtant, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Tu vois, moi je prends souvent l'exemple en tennis. Tu prends un joueur comme Tsonga, toute sa stratégie est basée sur ses points forts, son service, son coup droit. En fait, les sportifs, c'est évident, quoi. Ils font tous ça. Tous les gens qui ont fait du sport à haut niveau, ils se trompent jamais. Ils te disent en fait, tu vas gagner un truc, un match ou un combat par rapport à tes points forts, quoi. Parce qu'en fait, ta stratégie est basée sur ça. Ça veut dire qu'un entrepreneur qui a 100% de vert, s'il base sa stratégie en disant je vais passer de l'appel téléphonique toute la journée, mais il va pas réussir. Puisque dès qu'il va voir le téléphone, il va se dire « Oh, je vais embêter l'autre, il est trop dans la posture empathique, je vais l'embêter. » Alors que s'il passe par du réseau et qu'il utilise sa force de quand je suis face à quelqu'un en face à face, en one-to-one, j'ai une capacité à poser des questions, à le faire parler, à comprendre son problème, derrière il peut développer, mais de manière complètement différente. C'est pour ça qu'il n'y a pas, on va dire, une règle, mais il y a comment je fais moi pour arriver à développer avec ce que j'ai et mes forces, quoi. L'idéal dans une équipe, c'est d'avoir toutes les couleurs, ou est-ce que en fonction, par exemple, du type d'équipe, c'est-à-dire le commerce et la compta, qui sont deux opposés, il vaut peut-être mieux avoir
je crois que la compta c'est du jaune. Ah non, c'est Du du bleu. bleu. Ouais, du bleu. Il faut peut-être mieux avoir des bleus en compta et des rouges en commerce. Ouais, en fait, ça dépend de l'objectif de l'équipe, quoi. Maintenant, c'est vrai que si tu as, j'en sais rien, on imagine en compta, d'ailleurs, c'était une des questions que je t'avais posées au tout départ quand on était entré en relation sur LinkedIn. En fait, si on imagine une équipe en compta où leur truc, c'est juste d'appliquer des règles de compta, eh bien, il vaut mieux prendre des profils bleus, quoi. Parce qu'en fait, ils seront beaucoup plus à l'aise, bleu, vert, quoi. Voilà, des gens qui sont plus dans ce domaine-là, quoi. Maintenant, si c'est pour se dire, on fait de la compta, mais on a envie d'être créatif et on veut sortir à un moment des règles et définir de nouvelles choses, en fait, c'est bien d'avoir quand même des gens qui sont créatifs, donc plutôt des profils jaunes, tu vois. Donc en fait, c'est ça, c'est d'arriver à voir en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre. Si on prend une équipe, si on se dit, on a une équipe, on veut que ce soit des commerciaux qui vont aller taper dans le dur, chasser dans le dur, quoi. Il vaut mieux prendre des profils rouges. Maintenant, si tu vois que dans ton équipe, tu as que des profils verts, je te dis tout de suite, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, des profils verts, pour faire du maintien de client, je rappelle, je pose des questions, parce qu'on sait que le client est déjà là et qu'il existe, ou alors je vais en rendez-vous, juste pour faire du relationnel et aller poser des questions, faire remonter les problématiques, par exemple, aux techniciens pour qu'ils trouvent de nouvelles solutions, c'est top aussi. En fait, c'est quel est l'objectif. Après, ce que je dis dans une équipe, c'est bien quand même d'avoir quand même un pôle de toutes les couleurs. Imaginons une équipe informatique. Si à un moment l'équipe doit être créative dans configurer une appli avec quelque chose qui est créatif et tout, c'est bien d'avoir des gens créatifs. Donc si tu as que des profils bleus, il se peut qu'ils restent vraiment dans leur domaine technique, que ce soit que de la solution technique d'experts et que ça manque de créativité, de comment se positionne l'autre personne en face, tu vois. Voilà, donc après, ça dépend des sujets. Moi, ce que je dis, par exemple, dans l'informatique, un chef de projet, il vaut mieux qu'il soit profil rouge. S'il est dans une start-up super créatif, c'est bien qu'il ait quand même pas mal de jaunes. Si c'est quelqu'un qui a un métier de support informatique, il vaut mieux qu'il ait du vert, parce que si c'est un profil rouge, il risque vite de s'énerver. Et si c'est quelqu'un qui fait de la sécurité informatique, il vaut mieux prendre un profil bleu, hein. Un profil jaune, il y a de fortes chances qu'il donne le mot de passe administrateur à son meilleur copain. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Alors, pour ceux qui se posent la question, donc moi, sache que j'avais fait le premier test que disque il y a très longtemps. J'en avais fait un, je pense, il y a 2-3 ans. Donc moi, je sais que j'ai du jaune, du vert et du bleu. Et en fait, donc, par contre, donc, je crois que c'était... Je crois que j'avais une dominante bleue, j'avais beaucoup de jaune, un peu de vert bien évidemment qui est lié à ma fonction, et du rouge on n'en parle pas, je pense que j'étais pas loin des 4% aussi. Mais quand j'ai évolué sur mon poste, je me suis retrouvée avec un petit peu plus de jaune et moins de bleu, et bien évidemment toujours une base verte assez stable. Et en fait la méthodologie DISC, d'ailleurs on en a parlé la dernière fois ensemble, elle est aujourd'hui adaptée dans un spectacle, elle est mise en scène par Vincent Lemaire, si je ne me trompe pas. Et quand je suis allée au spectacle, j'y suis allée avec mon copain, et quand il a vu la présentation des couleurs, donc c'est humoristique, donc c'est un peu caricatural, tu vois. Un peu beaucoup. Il m'a pointé genre le bleu, parce que dans mon quotidien perso, je suis beaucoup sur du bleu, alors que dans ma vie pro, en fait, je suis beaucoup sur du jaune et du vert. Et ça, je le savais pas, tu vois, donc c'est hyper intéressant. Je pense que, est-ce que quand tu fais le test de la méthodologie DISC pour savoir quelle couleur dominante tu es, est-ce que tu prends en considération l'environnement dans lequel tu veux connaître ta couleur, ou est-ce que tu y vas comme ça à l'aveuglette ? En fait, les questions sont posées de telle manière que en fait, tu vas avoir la base, c'est-à-dire que sur les couleurs de base, tu vas voir sûrement ta dominante de bleu. Ouais. Et par contre, sur la partie adaptée, qui souvent est représentée par la partie professionnelle, parce que c'est ton adaptation du moment, c'est là qu'on va voir que peut-être tu baisses ton bleu pour augmenter le jaune et augmenter le vert, quoi. Ou maintenir le vert et augmenter le jaune, tu vois. En fait, comme c'est des couleurs qui sont au contraire, quand tu baisses ton bleu, tu vas augmenter le jaune, c'est ce qui se passe. Mais des fois, tu as des gens qui baissent les deux, quoi. D'accord. Ça arrive. Mais globalement, ce qu'on observe, c'est que quelqu'un qui se dit, tiens, je vais mettre moins de structure dans les choses, je vais augmenter le jaune pour être plus créatif, ou alors pour être plus dans la relation, tu vois, moins sur la tâche, plus sur la relation avec les gens. Voilà. Après, ça dépend de la fonction. C'est pour ça, en fait, c'est ce qui est vraiment intéressant, hein, quand moi je fais une analyse comportementale, je la fais passer aux gens, je leur envoie un lien, ils répondent à 40 questions. Et après, ce qui est intéressant, c'est le débrief derrière,
pour comprendre en fait ce qui se passe dans l'environnement de la personne pour mettre en place ces adaptations-là. Des fois, il n'y a pas d'adaptation parce qu'ils ne se sentent pas obligés d'en faire. Des fois, il n'y a pas d'adaptation parce que les personnes ne font pas d'adaptation, elles ne s'adaptent pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, en fait, pourquoi ils s'adaptent, quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et donc, qu'ils comprennent, tiens, je suis en train de faire ça pour telle raison, quoi. Voilà. Tu l'as vu, toi, le spectacle, si je me souviens Non, bien, je ne l'ai pas vu, non. Ouais. Mais t'en as entendu parler? J'en ai entendu parler, ouais. En fait, moi, je crains la caricature dans ces spectacles-là, quoi. Alors, rappelle-moi pourquoi, je crois que tu m'en avais un peu parlé. En fait, c'est quand on pousse le trait, c'est-à-dire qu'à un moment, pour moi, les gens, c'est pas une caricature. Oui. Pour moi, le disque, c'est une simplification de la complexité humaine. Les humains sont super complexes, quoi. Donc, en fait, on simplifie pour donner une lecture et comprendre, avoir une compréhension de ce qui se passe dans la relation, comprendre soi. Mais quand on pousse en caricature comme ça, le risque, c'est qu'après, les gens ne voient plus que la caricature. Donc, ils vont dire « Ah, le vert, il est mou, le rouge, c'est un sang... » Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai que c'est dans le spectacle, c'est la caricature et donc, humoristique. je ne l'ai pas vu. Ça fait ressortir les défauts, voilà. entre guillemets. Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que chaque couleur a des qualités, quoi. Chaque couleur a des travers. Donc, en fait, le problème d'un spectacle, c'est à un moment de faire ressortir que le défaut des gens, quoi. Et du coup, que ce genre de spectacle soit perçu... Enfin, que si tu parles du profil disque en entreprise, le mec va se dire « Oh putain, c'est ça, c'est ce truc-là. » Voilà. Donc, c'est ça. En fait, moi, si tu veux, le côté humoristique, pourquoi pas ? Je trouve ça bien derrière si on arrive à voir aussi les qualités des gens, quoi. Voilà. Parce que chaque profil a des qualités, ça c'est indéniable, quoi. Moi, ce que j'aime dans la méthode de disque, c'est que comme elle est très simple, elle est très claire, tu vois, t'as pas de sous-couche, ok, t'es plusieurs couleurs, t'en es pas qu'une. Tu connais le MBTI ? Ouais. T'en penses quoi ? J'aimerais bien avoir ton avis sur ça. Alors, moi, j'ai jamais fait de formation sur le MBTI, ouais. D'accord ? Mais en fait, pour animer des ateliers en collaboration avec des personnes, je m'étais penché sur la question, quoi. Donc, en fait, j'avais regardé, mais vraiment, quand je fais un truc, je vais quand même à fond dedans. Et bien, ce dont je me rends compte, c'est que 2 ans après, je me rappelle de rien. Ouais, et franchement, moi, pareil. Voilà. Donc, je trouve ça hyper complexe. Ouais. Et souvent, j'écoute des podcasts un peu comme ça, et donc il y a des entrepreneurs, ils disent « Ouais, j'ai fait le MBTI, donc je suis ça, ça et ça. » Et il dit « Et toi, alors, t'es quoi ?» Alors l'autre dit « Je sais pas, je me rappelle plus. Alors attends, je vais deviner tes lettres. » Et en fait, c'est impossible, quoi. Donc pour moi, le MBTI, c'est un super outil de connaissance de soi. Après, mais peut-être je me trompe par manque de connaissances sur le sujet, je trouve que ça m'a l'air plus dur à appliquer dans une équipe, dans la relation à l'autre, alors que le disque, qui est plus simple, donc en effet moins puissant, mais en tout cas dans la relation, et je vois dans les équipes, et notamment dans les TPE, PME, où les gens veulent des trucs super pratico-pratiques, et ben ça passe super bien, quoi. C'est ce que j'aime bien dans cet outil, quoi. Tu conseilles aux managers de faire passer le test à leurs équipes pour qu'ils puissent cartographier un peu les types de personnalités. Ouais. Moi, je trouve ça super important. Alors, en France, pareil, on a un truc le manager doit être le plus intelligent du service. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On va former les managers. On forme les managers au disque. Alors déjà, ils sont formés à plein de trucs, mais en plus, on va les former au disque. Donc, moi, ce que je dis, en effet, c'est faites un atelier, même 3 heures, pour que tout le monde sache ce que c'est que le disque. L'idéal, c'est de pouvoir faire passer une analyse comportementale à chacun, comme ça chacun voit, ah tiens, il est là, mais ça y est, je comprends pourquoi Ginette, quand je lui parle, c'est la cata. Tu vois, Et puis, ce qui est intéressant, c'est que tu vois aussi des variations, parce que tu as la base et l'adapté, donc sur le diagramme, tu vas voir la variation que fait une personne, l'adaptation qu'elle fait. Et là, tu peux te dire, waouh, Ginette, en fait, elle fait cette adaptation pour être dans notre truc, là. Donc ça, c'est aussi une lecture qui est vachement intéressante. Après, tu as une lecture en te disant, tiens, actuellement, le manager, il est là, il gère cette équipe, mais qu'est-ce qui se passerait si on changeait de manager et que, voilà, tu vois, on passe d'un profil vert qui est vachement dans la coopération, et puis on recrute un profil rouge. Bon, là, tu t'imagines ce que ça peut donner, quoi. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai que quand il y a un manager, enfin, quand il y a une entreprise qui me contacte pour faire passer du modèle disque, moi, je leur dis, mais si vous avez vraiment le budget, faites passer à tout le monde, quoi. Faites-le passer à tout le monde, c'est un super outil, quoi. Et avec un atelier de 2-3 heures, chacun arrive à comprendre les ficelles du truc et comment il peut l'utiliser. Et vraiment, ça apporte beaucoup, quoi. Bon, après, je dis pas ça parce que je le fais, mais... non, mais je vois le résultat, quoi. Non, mais moi, je l'ai déjà fait et je sais que ça permet aussi de lever beaucoup d'incompréhension. Ouais. Mais pourquoi, quand je lui parle, en fait, il réagit comme ça, tu vois. Enfin, les relations humaines, c'est assez compliqué. Ouais. On parlait tout à l'heure des différences. Profil vert, par exemple, qui déteste le conflit. Et oui. Le profil rouge,
pour lui, le conflit, si tu veux, j'ai beaucoup interrogé des profils rouges sur ça, et tous, ils me disent, en fait, mais le conflit, c'est génial, hein. Rapidement, tu trouves une solution, tu résous le problème, tu vois. Là où le profil vert, il est, il évite. Ah, mais c'est l'enfer pour lui, le conflit, quoi. Ça le déstabilise, tu vois. Et lui qui recherche la stabilité, en fait, il est complètement déstabilisé, quoi. Confucius a dit: si l'homme a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus vite qu'il ne parle. 2 fois plus vite ou 2 fois plus? 2 fois plus, ouais. Pardon. Comment est-ce qu'on fait pour bien écouter son équipe? Ouais. En fait, on parle souvent d'écoute active. Ouais. Et moi, ce que je vois quand je fais des formations sur la posture commerciale, je me régale, quoi. C'est-à-dire que les gens, quand ils posent des questions, ils ne posent quasiment que des questions fermées. Alors, pourquoi on pose une question fermée plutôt qu'une question ouverte? Est-ce que tu sais? Absolument pas. Et c'est une question intéressante là pour le coup. En fait, si je pose une question fermée, je vais vérifier si la personne en face de moi a pensé à ce que je vais lui dire. Si je te dis, est-ce que tu as acheté du pain pour midi, quoi? Tu vas me dire oui, non. Donc je me dis, tiens, est-ce qu'elle a acheté du pain? C'est moi qui réfléchis, je me dis, il faudrait acheter du pain. Est-ce que tu as acheté du pain? Oui, non. Maintenant, si je te dis, qu'est-ce qu'il faudrait acheter comme accompagnement avec ce plat? Tu vas me dire, du riz, des pâtes, du pain, du machin. Donc en fait, c'est toi qui réfléchis. D'accord? Donc en fait, quand on dit pour être à l'écoute, un manager, s'il veut être à l'écoute de ses équipes, eh bien en fait, tu le vois par rapport à la qualité de ses questions déjà. S'il pose que des questions fermées, ça veut dire qu'il pense et il réfléchit si le collaborateur a oui ou non pensé à ce qu'il pense. D'accord. Par contre, si tu viens et que tu poses une question ouverte, eh bien en fait, c'est l'autre qui va réfléchir. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'apprendre à poser des questions ouvertes. Donc je parlais de formation sur la posture commerciale, et quand tu vois les gens quand ils simulent un entretien de découverte, ils ne posent que des questions fermées. C'est-à-dire qu'ils vont dire par exemple aux dirigeants, est-ce que vous avez des problèmes dans votre entreprise? Est-ce que, au lieu de poser la question, quels sont les problèmes que vous avez? Ou quels sont les challenges que vous avez? Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer, tu vois? En fait, ils partent du principe, est-ce qu'il y a des problèmes de cohésion alors dans votre équipe, dans votre entreprise? Non. Donc hop, cocher non. Est-ce que vous avez des problèmes de performance? Non. Est-ce que vous avez... au bout d'un moment, pose-lui la question, quoi. Moi, j'aime bien faire l'exercice, dire, vous devez deviner le film que j'ai vu hier en posant que des questions fermées. Donc, est-ce que tu as vu, est-ce que c'est ça, au bout de 2 heures, ils vont peut-être trouver le film. Maintenant, si tu poses la question ouverte, qu'est-ce que tu as vu comme film hier? Non, mais la réponse, c'est direct, quoi, tu vois. Et donc, dans la posture commerciale, les gens, quand ils vont en entretien de découverte, s'ils posent que des questions fermées, c'est parce qu'en fait, ils sont centrés sur leur modèle et qu'ils veulent vérifier si oui ou non la personne en face vit le truc. Eh bien, un manager, c'est exactement pareil. Si c'est lui qui réfléchit tout le temps et qui pense qu'il a les solutions, il va dire à l'autre, est-ce que tu as pensé à faire ça? Oui, ok, non, fais-le. Au lieu de lui dire, il y a ce problème-là, quelle solution tu penses qu'il faudrait mettre en place? Et c'est complètement différent, quoi. Donc là, en fait, déjà, c'est un premier signe que, en tant que manager, tu es à l'écoute de ton collaborateur. Le type de questions que tu poses. Et après, quand on parle d'écoute active, ça veut dire que toi, tu peux, dans l'entretien, avoir des objectifs. Par contre, à un moment, il faut sortir de son agenda. Là. Tu sais, les Anglais, ils disent ça, quoi. C'est-à-dire que tu as pensé à des choses, mais à un moment, tu dois être focalisé sur l'autre et chercher à comprendre ce que l'autre vit, quoi. Et pour chercher à comprendre ce qu'il vit, le mieux, c'est de lui poser des questions ouvertes. Tu vois, donc l'écoute active, c'est ça, c'est vraiment d'être centré sur l'autre, d'être centré sur son monde. Tu as des gens, par exemple, ils te disent « Qu'est-ce que tu as fait ce week-end » Alors tu dis « Je suis allé à la plage ». Et puis là, ils te coupent la parole et ils disent « Moi, je suis allé là ». Tu vois, en fait, ils te posent la question, non pas pour t'écouter, mais juste pour pouvoir parler derrière, quoi. Et c'est rigolo, quoi. Ou alors les gens, ils te disent « Tiens, tu as déjà fait ça ?»« Ah moi aussi ». En fait, quand ils posent la question, ce que tu réponds résonne en lui. Donc il n'est plus du tout centré sur toi, il est en train de se dire « Ah mais moi aussi, je l'ai vécu et j'ai envie de le partager. » Quand je le partage, je suis plus dans l'écoute de l'autre, quoi. Voilà. Donc en fait, l'écoute active, comment dire, faut presque faire abstraction de son modèle, quoi. En coaching, généralement, on pose que des questions ouvertes, quoi. Même si je vois beaucoup de coachs qui posent que des questions fermées. Mais en coaching, tu poses des questions ouvertes parce qu'en fait, le but, c'est pas que quand la personne dit un truc, que ça résonne en toi par rapport à ton monde à toi. C'est de chercher à comprendre, quoi. Tu vois, c'est comment la personne fait quelque chose, comment elle met en place les choses, c'est quoi sa stratégie, c'est quoi les différentes choses, comment elle fonctionne, en fait. Et ça, tu peux l'avoir qu'avec des questions et de l'écoute, des questions ouvertes et de l'écoute active. Moi, ce que je trouve compliqué,
c'est que quand tu as des personnes réservées, introverties, poser des questions ouvertes, tu as l'impression que c'est intrusif, donc tu vas poser des questions fermées. Comment est-ce que tu fais pour être à l'écoute parce que tu vois, moi en tant qu'RH, j'ai besoin de comprendre les gens, j'ai besoin d'être à leur écoute pour pouvoir après faire mes actions derrière. Mais j'ai ce truc-là de me dire, ok, elle, je sais que c'est une personne réservée, elle parle pas trop de sa vie privée, donc je vais pas oser poser des questions ouvertes, mais pourtant, il faudrait que je le fasse. Comment est-ce que tu peux amener une personne introvertie ou réservée à rentrer dans ce mode de communication-là? Ouais, en fait, moi je dirais avant même de communiquer, il faut vraiment arriver à créer une espace de confiance, tu vois, une bulle de confiance. Parce qu'en fait, par exemple, tu parlais de questions perso, quoi. Donc c'est peut-être définir un cadre avant, tu vois, dans l'entretien. Alors je sais pas dans quel cadre que tu as ce genre de... Ça peut être dans le suivi RH, tu vois, ou dans les dossiers du personnel, tu as toujours des informations confidentielles. Et voilà, donc en fait c'est ça, tu vois, donc c'est... Je sais pas si tu le fais ou pas, mais de rappeler avant l'entretien, de dire, voilà, l'objectif de l'entretien c'est ça. Je te rappelle le cadre de confidentialité. Donc tout ce qui se dit ici reste ici. Donc ça reste vraiment entre nous. Et puis après, de voir, tu commences à poser les questions. Mais après, tu as des gens, ils n'ont pas envie de parler de leur vie. Moi, j'ai entendu une fois un manager, son collaborateur lui pose une question, il lui dit, t'as fait quoi ce week-end? Et il lui répond, qu'est-ce que ça peut te foutre, quoi. Non mais tu vois, la relation. Donc lui, il ne voulait pas parler de sa vie privée, quoi. Tu vois, donc, mais ça arrive après... De toute façon, si ça ne marche pas sur le privé, après sur la partie professionnelle. Mais une chose est sûre, c'est que si tu poses des questions fermées et qu'elle est introvertie, donc le risque c'est d'avoir que des réponses en oui, non et avec très peu d'infos, alors que si tu vas sur de la question ouverte, à mon avis, tu pourras récupérer beaucoup plus d'informations, quoi. Mais c'est clair que le cadre de confiance et de confidentialité, c'est hyper important à rappeler, quoi. Tu vois, moi, en début de coaching, dès le départ, c'est quelque chose que tu mets dans le cadre, quoi. Tout ce qui se dit entre nous, même si au départ tu as une réunion tripartite avec un manager ou un RH, en fait c'est la personne, je lui dis tout ce que tu vas me dire, ça reste là, ça reste entre nous. Et même des fois il y a des choses qu'ils ne veulent pas me dire, mais même sans la réponse, j'arrive à comprendre comment il s'y prend plutôt que le contenu à la rigueur, c'est pas important, quoi. Moi souvent, les silences, tu vois, pour moi c'est une réponse. Et il y en a, ils enchaînent tellement qu'il n'y a pas de silence. Et du coup, je leur dis, mais laisse le silence, parce que dans sa tête, ça cogite. Et peut-être qu'il va venir te répondre. Et juste le fait qu'il ne te réponde pas, des fois, c'est une réponse. Exactement. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les introvertis, c'est plutôt les profils bleus et les profils verts. Et des fois, ils ont besoin de temps pour pouvoir répondre. Donc, en fait, c'est vrai qu'il faut poser aussi une question et attendre. Et puis, en plus, comme ils n'aiment pas le silence, au bout d'un moment, ils vont le... Ah ouais. C'est bon à savoir, ça, comme technique. J'ai vu que dans tes accompagnements, dans tes coachings, tu parlais d'aider la personne à devenir la meilleure version d'elle-même. Est-ce que tu peux me dire concrètement ce que ça veut dire pour toi d'amener une personne à devenir la ou la meilleure version d'elle-même? Moi déjà, je trouve qu'il y a un truc qui est hyper important, c'est en termes de comment je gère mon temps, quoi. Et en fait, il y a très peu de gens qui savent gérer leur temps. Donc en fait, tu as des outils pour ça, hein. Mais pour moi, le meilleur outil, celui qui a vraiment changé ma vie, c'est la matrice Eisenhower. Tu connais ou pas? J'en ai entendu parler, mais... En gros, Eisenhower, il menait tous ses projets et il les mettait dans 4 cases. Donc en fait, il va tout évaluer selon si c'est important et urgent. Enfin, important, non important, urgent, non important. Et donc en fait, il se retrouve avec un cadran comme ça, avec 4 cases. Et il va savoir s'il faut gérer les choses en urgence, s'il faut les planifier, s'il faut les déléguer ou s'il faut les mettre à la poubelle, quoi. Et donc par rapport à ça, déjà, rien que ça, quand tu donnes ces outils-là à des collaborateurs, je peux te dire que quand ils ont compris ce que c'est la notion d'urgence par rapport à la perception qu'ils ont de l'urgence, eh bien déjà ça change leur vie. La deuxième chose, c'est quand ils ont compris qu'il faut planifier ce qui est important. Tu connais la métaphore avec les gros cailloux là? Oui, voilà. Oui. Donc on met les cailloux dans le bocal, après on met du sable, on met de l'eau. En fait, les gros cailloux, c'est ce qui est le plus important et tu planifies ça parce que non seulement c'est important, mais en plus, c'est quelque chose qui, par rapport à ton poste, apporte de la valeur à l'entreprise. Par exemple, si tu planifies qu'il faut, j'en sais rien moi, tu imagines quelqu'un qui est DRH et il planifie de changer tous les papiers d'imprimante,
en fait, il n'est pas vraiment sur le truc qu'il devrait faire, quoi. Ouais. Maintenant, s'il planifie de se dire on va mettre en place des entretiens de fin d'année ou la gestion des compétences, en fait, il est vraiment dans ce qu'il doit faire. Et là, il va apporter de la valeur à l'entreprise. Donc, c'est 1, les urgences. 2, je planifie. 3, je délègue. Donc, ça veut dire que je délègue si c'est pas important que ce soit moi qui le fasse. Ou alors, je vais reporter à plus tard si c'est pas quelque chose d'important. Et en 4, la 4e case, c'est... Si c'est pas quelque chose d'important, si c'est pas quelque chose d'urgent, tu reportes. Alors en fait, tu as des trucs urgents qui sont non importants. Donc l'idée, c'est que ça, tu puisses le déléguer à quelqu'un. Ah, Parce que c'est pas important que ce soit toi qui le fasse. Ok. Voilà. Imaginons, tu as des enfants ? Non. Bon. Mais j'ai un chien, donc tu peux considérer que Ouais. j'ai un enfant. Imaginons, ton chien a un problème. Ton voisin, il te dit, votre chien, je le vois dans le jardin, là, il est pas bien, vous pouvez venir le chercher ? Méga urgent important. Voilà, donc, mais en fait, tu peux pas parce que tu as une réunion. Méga urgent important. Je quitte la réunion. Tu quittes la réunion. Pour toi, méga urgent, important. Ouais. Mais par contre, si tu as quelqu'un qui est à côté, imaginons tes parents ou Ouais. ton conjoint qui est à côté, et il peut y aller à ta place. Alors à ce moment-là, c'est urgent, mais au lieu de passer dans la catégorie important, ça va passer dans non important, que ce soit toi qui le fasses. Parce que tu peux déléguer à quelqu'un. Ok. Voilà. Tu vois cette notion ? En fait, c'est ça aussi, c'est dans l'important, non important. C'est est-ce que c'est important que ce soit moi qui le fasse ? Et je vois beaucoup de managers qui planifient des choses dans leur agenda. Tu vois ce qu'ils planifient, mais c'est zéro valeur ajoutée, quoi. C'est-à-dire que je leur dis, les tâches que tu fais, ça doit être à la hauteur de la valeur de ton salaire. Ah ouais. Bah oui, tu dois travailler sur des tâches à valeur ajoutée. Si tu fais des trucs comme tes collaborateurs, bah, tu dois gagner comme eux, quoi. Entre guillemets, oui, c'est ça. Voilà. Et après, tu as une dernière notion qui est géniale. C'est tout ce qui est non urgent, non important. Qu'est-ce qu'on en fait ? Poubelle. Poubelle. Voilà. Et donc, t'en as, ils ont des to-do list, tu vois, comme ça, qui font 50 items, avec des machins, tous les mois, ils les reportent, et puis, en fait, ils le font jamais. Ben ça, mets-le à la poubelle, parce que tu verras que intellectuellement, enfin, mentalement, ça te soulage de cette charge mentale que tu as, quoi, et qui sert franchement pas à grand-chose. Donc ça, c'est le premier truc. C'est vraiment, en termes d'organisation, de gestion du temps, c'est méga important. Après, c'est en termes de connaissance de soi, donc le disque apporte ça, de dire, bah, tiens, en fait, j'ai des points forts. Et souvent, pourquoi les points forts, on ne les voit pas ? Tu connais les 4 étapes de l'apprentissage ? C'est qu'on est inconsciemment compétent. Ce que tu sais faire là où tu es super fort, bah, tu le vois pas parce que c'est tellement évident pour toi. Ouais, c'est vrai. Tous les autres le voient, mais toi, tu le vois pas. Donc, en fait, déjà, prendre conscience de ses points forts aussi. Déjà, c'est un super truc. Après, qu'est-ce que tu peux avoir ? C'est ta capacité à relever des challenges et des défis. En gros, c'est que tu amènes les personnes à utiliser ce qu'elles sont et après travailler des points faibles s'il y a à travailler. Tu as aussi la capacité à travailler avec d'autres personnes, comme on disait tout à l'heure par rapport au disque. Donc en fait, imaginons quelqu'un qui n'a pas du tout de rouge, et ben, il va s'associer avec quelqu'un qui a du rouge, mais si tu ne sais pas collaborer avec quelqu'un comme ça, au début tu vas le trouver sympa, mais quelques jours après il va commencer à t'énerver. Donc en fait tout ça c'est du développement et pour atteindre la meilleure version de soi-même, quoi. Enfin selon moi. Et donc c'est des choses qu'il faut travailler. Il y a un autre truc, un autre point, c'est toute la partie des gestions des émotions. Donc en fait c'est et la partie de résilience. C'est un gros mot à la mode, la résilience. En fait, tu as plusieurs formes de résilience. C'est tu tombes dans un trou, tu es capable d'en ressortir et on te dit ce qui te tue pas te rend plus fort. Mais tu as aussi une résilience où, en fait, quand tu es sous pression, est-ce que tu arrives à maintenir le même niveau de performance que quand tu n'es pas sous pression, tu vois ? Et donc, c'est une capacité à gérer ses émotions, son état émotionnel pour maintenir ce niveau de performance. Et après, on parle d'intelligence émotionnelle, c'est comment, en arrivant à gérer mes émotions, je vais prendre de meilleures décisions. En fait, on parle d'intelligence émotionnelle. Quand on est sous la colère, on dit des choses qu'on regrette. Voilà, on sort du bon cerveau, tu vois, on est un cerveau reptilien, là. Et donc, en fait, ça veut dire qu'à un moment, si tu ne sais pas gérer tes émotions, bah, tu perds en performance, quoi. Donc, en fait, c'est 4 points qui me paraissent vraiment importants pour faire monter les gens et qu'ils atteignent la meilleure version d'elles-mêmes, quoi. Comment est-ce qu'on sait qu'on a atteint la meilleure version de soi-même ? Bah, pour moi, en fait, c'est un truc que tu améliores tous les jours, quoi. Et donc ça veut dire que un jour, tu as atteint la meilleure version de toi-même, mais la nouvelle version de toi-même est encore un gap supérieur. Ouais. En fait, si tu veux... Donc tu es en constante progression. Ouais. Moi, là où je me régale, c'est quand tu écoutes des gens comme Federer ou Nadal. En fait, ils sont dans leur mode de fonctionnement, c'est pas d'être... Nadal, il n'a pas envie d'être meilleur que Federer. Nadal, il veut être meilleur que Nadal la veille. Oui, mais c'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui,
On parle beaucoup de... la dernière fois, je lisais un livre sur le bonheur et donc l'autrice écrit que le fait de vouloir être la meilleure version de soi-même, c'est quelque chose qui porte atteinte à son bonheur, en fait. Mais en fait, t'es pas heureux dans l'objectif d'être la meilleure version de toi-même à partir du moment où tu te compares aux autres et pas à toi-même. Ouais. Ok, donc il faut toujours rester centré sur soi-même. Ben, c'est ce que dit Nadal, quoi. En fait, il dit, moi, je m'en fous d'être meilleur que Federer. Je vais être meilleur, le mardi, je vais être meilleur que le lundi, quoi. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il met en place comme entraînement pour que le mardi soit meilleur que le lundi? En fait, c'est par rapport à soi. C'est vrai que quand tu te compares, alors il y en a, ils disent... quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Mais t'en as, quand ils se comparent, ils vont dire « Ah, mais lui, il fait faire ça, moi, je sais pas le faire. » Donc oui, t'as tendance à te dévaloriser, tu vois. Sachant que toi, t'as des trucs que tu sais faire et que l'autre sait pas faire. Mais bon. Après, moi, il y a une notion qui est importante. En anglais, ils appellent ça le learning mindset. Ouais. C'est ce mode d'état, là, où je suis constamment en train d'apprendre. Pour pouvoir apprendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Globalement, il faut sortir de sa zone de confort. Quand tu es dans ta zone de confort, au bout d'un moment, tu n'apprends plus rien. Hein. C'est ce qui fait que les gens, à un moment, ils changent de boulot, ou qu'au bout de 15 ans, tu ne peux plus rien leur demander, parce que ça fait 15 ans qu'ils font la même chose. Donc le jour où il faut faire un pas en dehors de la zone de confort, ça devient super compliqué. Mais globalement, si tu veux que quelqu'un s'améliore, il faut qu'il fasse un truc qu'il n'a jamais fait. Donc quand tu dis ça aux gens, ils vont te dire « Mais je peux pas, c'est... » Ben, décompose, fais ton premier petit pas et tu t'expérimentes. Donc il relève un challenge, un mini-challenge. Tu fais quelque chose, et derrière, tu regardes, tu te fais un auto-feedback. Ce que j'ai fait, est-ce que je l'ai bien fait ou pas bien fait? Je l'ai bien fait, nickel. Je ne l'ai pas bien fait, qu'est-ce que j'identifie de ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois mettre en place finalement comme changement? Et la prochaine fois que je fais le truc, je me focalise sur le changement que je dois mettre en place en me disant, je le mets en place et je vérifie si avec ce changement, j'arrive à m'améliorer, quoi. Tu prends un exemple, quelqu'un qui va en rendez-vous commerciaux. À chaque fois qu'il sort de ses rendez-vous commerciaux, il se dit, mince, j'ai oublié de poser cette question. Tu vois? Si à un moment, il n'a pas le moment d'étude, il se dit, alors, j'ai mené cet entretien, qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je peux améliorer? Je peux améliorer ça, donc ça veut dire que la prochaine fois, il faut que je pose des questions sur ce truc-là, quoi, sur tel sujet. Donc, il a identifié le changement, et ça veut dire que dans son agenda, il regarde son prochain rendez-vous, il se met une petite croix, là, il se dit, tiens, là, à cette personne-là, quand je rentre dans l'entretien, il faut que je sois vraiment vigilant à lui poser cette question. Parce que si tu le fais jamais, tu vas te faire 10 entretiens comme ça, et tu oublieras tout le temps la question. Donc c'est vraiment un truc, quelque chose d'amélioration continue, tu vois. T'imagines quelqu'un qui veut prendre la parole, qui n'a pas l'habitude de parler en public. Ben, tu vas lui dire, tiens, tu vas pas le lancer directement devant 100 personnes, quoi. Donc en fait, tu le fais sortir de sa zone de confort, tu lui dis, on va faire une réunion à 3 personnes, et toi, tu vas faire la présentation. Donc il relève le challenge de faire la présentation. À la fin de la présentation, tu dis à la personne, qu'est-ce que tu as fait de bien, qu'est-ce que tu peux améliorer? Tu vas voir qu'il va dire que des trucs qu'il doit améliorer. Toi, tu peux lui dire, ben moi, selon moi, le point essentiel qui peut vraiment augmenter la puissance de la façon de présenter, c'est d'appuyer les mots, tu vois, d'être plus incisif sur certains mots, de ralentir le rythme. Eh bien, la personne, elle identifie ces changements-là, et la fois d'après, quand elle fait une nouvelle présentation devant 2 personnes, tu la refocalises sur les points qu'elle doit identifier, et tu observes ce qu'elle fait, quoi. Si elle le fait, ben ça y est, déjà, elle a franchi un step. Donc, elle devient une meilleure version d'elle-même en présentation, quoi. Et tu peux faire ça pour tout, quoi. Mais alors, toi, en tant que coach et aussi les managers, ça concerne les managers, donc tu dois amener les personnes à progresser, mais en fonction de si c'est un profil rouge, vert, jaune, bleu, la manière de le conduire et le temps que ça va prendre ne sera absolument pas le même. J'imagine que ça prend beaucoup plus de temps à faire progresser une personne verte, enfin un profil vert, qu'une personne profil rouge ou jaune. Alors c'est rigolo ce que tu dis, parce qu'en fait, ça m'arrivait de faire des formations sur le disque en entreprise. Ouais. Et donc c'était 2 jours d'affilée. Et le 2e jour, tu avais le profil rouge, il avait déjà toutes les caractéristiques des couleurs derrière son téléphone, qui étaient collées dessus, en se disant, quand je vais aller en entretien, je regarde les trucs sur mon téléphone. Donc, tu vois, le côté, je mets en application directement. Donc, en fait, en fonction des couleurs, ouais, tu peux avoir un gros écart d'accompagnement. Mais moi, mon point, et c'est ce que je dis aux managers, ton objectif, c'est d'avoir une exigence vis-à-vis de tes collaborateurs
pour que, en fait, ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes de jour en jour. Donc, en fait, tu as des gens, tu pourras les amener au niveau 10 dans le jeu, là, et puis tu vas les amener au niveau 5. Mais c'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est que d'année en année, tu aies trouvé des ficelles pour pouvoir faire évoluer les gens. Donc, tu as des gens, ils vont être super bons, t'en as, ils vont être bons, t'en as, ils vont être moyens. Mais si tu arrives à faire progresser tout le monde, ton équipe, globalement, elle progresse. Donc, tout le monde ne sera pas super bon. C'est pas grave. Mais en fait, en tout cas, c'est ton objectif. Moi, en tant que coach, quand je coach quelqu'un, alors mon but, c'est pas tant que la personne devienne une meilleure version d'elle-même, mais surtout qu'elle ait une vraie prise de conscience pour pouvoir amorcer des changements, quoi. Mais en fait, pour un manager, s'il se dit, l'année dernière, cette personne, elle savait pas faire ça, et cette année, il sait faire ça, déjà, tu as gagné quelque chose, quoi. En tant que manager, je trouve ça super satisfaisant, quoi. Tu vois, c'est... Et toi, comment est-ce que tu progresses ? Moi, alors déjà, je me fais coacher. Ouais, c'est vrai que les coachs se font coacher, il faut le dire. C'est le coach de coach. J'avais vu une vidéo sur ça, très rigolote. Et puis, je lis souvent, j'écoute des podcasts. Voilà, en fait, moi, dans ma voiture, je ne m'ennuie jamais, quoi. Quand j'ai une demi-heure, c'est une demi-heure de podcast. Ta couleur dominante, c'est quoi ? D'après toi ? Je pense que tu as du rouge et du jaune. Alors, en fait, ma couleur dominante, c'est jaune. Après, j'ai vert, rouge et bleu. Et en fait, ça m'a super surpris parce que j'ai quand même une formation d'ingénieur. J'ai bossé dans l'informatique et je me rends compte que en fait, le cadre, c'est pas si important que ça pour moi. Et d'ailleurs, il y a un sujet, c'est que j'ai un organisme de formation et je suis Calliope. Ouais. Et donc, Calliope, je sais pas, tu dois connaître, c'est tout un tas de process, si tu veux. À chaque fois que je traite un dossier Calliope, t'arraches les cheveux. Je me rends compte, regarde. Je me rends compte que j'ai pas tant de bleu que ça et que j'adore, en fait, comment dire, les clients qui m'amènent des dossiers, ils me disent ouais, c'est un truc tordu et il faut que je sois super créatif. Donc en fait, c'est le côté jaune pour mettre en place un process, quelque chose. Ça, c'est vraiment un truc qui me plaît, quoi. Et ça me plaît pas tellement de savoir à la base le formatage du truc. Mais c'est vrai que avant de faire l'analyse, j'étais persuadé d'avoir une dominante de bleu parce que dans les études que j'ai faites, le métier que j'ai fait et tout ça, je pensais que c'était plus ça, quoi. Et plus centré sur ce qu'il faut faire, alors qu'en fait la relation est hyper importante pour moi et c'est ce qui fait qu'en 2013 j'ai changé de boulot, quoi. Alors déjà j'ai changé parce que la partie technique ça commençait à me saouler et ce qui me saoulait c'est que en fonction des technologies à 50 ans des fois tu n'as aucune valeur ajoutée par rapport à quelqu'un de 25 ans. Oui, c'est vrai qu'à l'époque moi je me souviens les personnes qui avaient même 30 ans tu vois dans le secteur alors à l'époque ça s'appelait le web IT, aujourd'hui on appelle ça le digital. Elles étaient considérées comme vieilles, dépassées. Je leur disais, mais les gars, il avait que 30 ans, quoi. Et en fait, ils cherchaient des jeunes, même pas diplômés, 18, 25 ans, quoi, grand max. En fait, des fois, quand tu apprends une technologie, tu es empreint de cette technologie et tu as du mal à passer une autre technologie. Tu sais, c'est comme sur ton téléphone. Tu utilises une appli et en fait, pendant la nuit, tu changes l'appli, tu rouvres ton appli, tu cherches les trucs. Tu dis, alors, mais comment on fait maintenant ? Celui qui utilise tout de suite la nouvelle version, il va plus vite que toi, qui connaissait l'ancienne. Ouais. Parce qu'en fait, tu vas vouloir faire des liens pour te dire, alors ça, je le faisais comme ça, comment je fais pour faire ça ? Donc en fait, toi, au lieu d'apprendre directement, ça t'oblige d'abord à désapprendre l'ancienne appli pour réapprendre. Donc ça prend plus de temps que quelqu'un qui démarre tout de suite sur la nouvelle appli. Et bien, quelqu'un qui est à l'école, qui va apprendre tout de suite la nouvelle technologie, lui, il est à fond là-dedans. Et toi qui as appris l'ancienne technologie, il va falloir que tu désapprennes, que tu réapprennes la nouvelle, ça prend beaucoup plus de temps. Donc en fait, c'est ce qui m'a un peu agacé et qui fait que je me suis plus tourné vers l'humain. Et quand j'en ai parlé à mon père, il m'a dit, finalement, comme tu le dis, ouais, c'est vrai que ça te va mieux. Ouais. On arrive bientôt sur les questions de la fin. Moi, j'avais une question que je voulais te poser. Donc, je suis RH, tu fais partie de la communauté Afterwork RH, ou en tout cas, tu animes des événements sur cette communauté. Et on parle beaucoup d'intelligence artificielle qui va combler... certains... Parce qu'en fait, si tu veux, dans la communauté RH, il y a le sentiment que les RH ne sont jamais assez. Donc, il y a une forme de communication où on vient dire que l'IA va venir aider les RH, résoudre des problèmes à leur place et peut-être même voir les remplacer. J'ai vu que toi, à un moment donné, tu as dit que l'IA avait permis à certains RH de résoudre certains problèmes complexes. J'aimerais bien que tu me donnes...
qu'est-ce que c'était comme problème complexe? Ah, ouais, en fait, on avait fait intervenir quelqu'un à Afterwork RH. Et l'outil que utilisait cette personne-là, et c'était vraiment intéressant, il arrivait à faire du prédictif. C'est-à-dire qu'en fonction des gens dans la boîte, ils arrivaient à savoir à quel moment allait partir une personne. À quel moment, s'il allait partir dans 6 mois, s'il allait partir dans 1 an. Et en fait, ça permettait d'anticiper et de se dire, ah lui, il risque de partir dans 6 mois, donc on va faire un entretien avec lui pour voir un peu comment le remotiver et tout ça, quoi, comment on peut faire pour le maintenir. Et je trouvais ça assez fort, quoi, comme outil. Donc en fait, c'est juste ça que je connais par rapport à... Est-ce que sur ces outils prédictifs, on connaît le taux de fiabilité? Non, pas du tout. Ouais. En fait, moi j'avais juste participé, la personne qui était intervenue, j'avais juste participé à sa présentation. Mais après, dans les RH, hier j'ai discuté avec une cliente qui me disait que, donc ils sont dans les fonctions RH, et notamment dans toute la partie formation, et elle me disait qu'on leur avait présenté un outil d'IA pour faire une synthèse de toutes les fiches d'évaluation. Tu vois, quand tu as les fiches d'évaluation, c'est hyper relou de vérifier tout ça. Et donc, en fait, ils ont des logiciels qui vont récupérer toutes les données et qui font boum, la synthèse. Voilà. Donc là, tu imagines, au lieu de passer 5 heures à faire un document, elle me présentait un document de suite de formation que j'avais animé chez eux. Et elle me disait, en fait, dans quelques temps, on aura un outil, on appuiera sur un bouton, tac, on aura ça, alors que d'habitude, on y passe 4 heures. Quoi. Donc c'est énorme. Ça veut dire que, en fait, pour ma part, et je le vois dans mon boulot, pour l'instant, l'IA ne va pas me remplacer, et mon avis, elle ne va pas te remplacer. Par contre, l'IA, dans un premier temps, va te faire gagner beaucoup de temps. Elle va m'aider à devenir la meilleure version de moi-même, tu crois? Elle n'a peut-être pas la meilleure version de toi-même, mais en tout cas, tout ce que tu n'aimes pas faire va t'aider à le faire beaucoup plus rapidement. Ouais, le truc relou, sans valeur ajoutée. Après, la meilleure version de toi-même, moi, je l'utilise. Les gens se moquent de moi, j'utilise ChatGPT pour apprendre l'anglais. Et en fait, tu as un mode où c'est conversationnel. Donc, je discute avec ChatGPT. Et c'est génial, en fait. En fait, j'ai trouvé mon prof d'anglais. Donc, tu lui dis... Fais-moi des réponses, parce que des fois, quand tu poses une question, ChatGPT, c'est 1, 2, 3, jusqu'à 12. Ouais. Je lui dis, fais-moi des réponses super courtes, en anglais, quoi. Tu me corriges quand l'accent n'est pas bon, tu me corriges si je fais une faute. Et en fait, j'ai une conversation avec ChatGPT, et en fait, il m'amène à progresser comme ça, quoi. Et après, moi, l'IA, la façon dont je l'utilise, c'est, on me demande de faire, par exemple, un programme de formation, mais maintenant, systématiquement, je vais interroger l'IA, ChatGPT, alors pas pour faire un copier-coller du programme, c'est pas ça, mais c'est qu'en fait ça m'apprend des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Alors des fois je prends, des fois je prends pas, même quand tu veux faire des synthèses, mais c'est un truc de fou, quoi. Tu vas à un rendez-vous client, tu veux faire une synthèse, tu balances toutes tes notes comme ça, toc, derrière il te sort la méga synthèse. Non, franchement, moi ça me fait gagner un temps, mais vraiment considérable, quoi. On avait quand même cette réflexion-là la dernière fois avec quelques collègues, où on se disait le problème de l'intelligence artificielle, c'est que les gens n'ont plus la capacité d'effort. Là où toi et moi, on vient quand même d'une génération où on a dû réfléchir par nous-mêmes, apprendre à réfléchir très loin. Aujourd'hui, moi j'en vois plein, des jeunes qui viennent me dire c'est bon, je vais demander à l'IA, mais réfléchis par toi-même avant de demander à l'IA, parce que l'IA, elle va te donner des infos, mais c'est peut-être pas des vraies données. En plus, tu vois ? Non, c'est sûr qu'il y a des domaines en fait il vaut mieux relire, quoi. Il vaut mieux lire et relire ce qui a été donné comme résultat. Mais globalement, si on est capable de vraiment... En fait, moi, c'est là où ça me régale, c'est quand j'écris un prompt. C'est-à-dire que, tu vois ce que c'est le prompt ? C'est la façon dont tu vas structurer et que tu vas demander à ChatGPT. En fait, ce qui me régale, c'est que ça me force à faire un travail intellectuel un peu comme tu vas retrouver au Codev quand la personne présente son problème et que les autres lui demandent des questions de clarification. Donc en fait, ça t'aide à verbaliser ton problème, et des fois, tu n'as même pas besoin d'appuyer sur Entrée au niveau de ChatGPT pour qu'il te donne la réponse. C'est-à-dire que le fait d'écrire le prompt, tu vas tellement contextualiser le truc et tellement amener la bonne question parce que tu as envie qu'il te donne la meilleure réponse que toi-même, tu es capable de donner la réponse derrière, quoi. Franchement, la prochaine fois que je ferai un prompt, je veillerai à ça. Ouais, tu regarderas en fait ta compréhension du problème avant le prompt et après le prompt, avant même d'appuyer sur Entrée. Tu verras que le fait d'amener, de verbaliser la problématique et de trouver la bonne question à poser, tu verras que déjà tu as quasiment 90% de ta solution. Et c'est ce que disait Einstein, il disait si j'avais 1 heure pour trouver une solution, je passerais 55 minutes
à trouver la bonne question. Ouais. Ouais. Et c'est là que, en fait, pour moi, dans toute chose, tu as le bon et le mauvais côté. C'est clair que si tu t'en sers comme un bourrin et que tu fais du copier-coller sans relire le truc, c'est mort, quoi. Et d'ailleurs, les enseignants, je sais pas comment ils font. Il y a un outil qui s'appelle Zero GPT qui permet de vérifier si ça a été fait ou pas par ChatGPT. Mais en fait, c'est vrai que ça peut amener, comme tu disais, à une certaine pas fainéantise de l'effort de réfléchir. Mais si vraiment c'est tiens, on me demande ça, toc, je copie, je copie-coller, en fait, il n'y a pas de réflexion. Mais vraiment, quand tu veux réfléchir à un bon prompt et contextualiser le truc, tu vas voir qu'en fait, ça te force à prendre conscience de la problématique d'un point de vue vachement plus systémique et beaucoup plus clair pour toi, quoi. On arrive sur les questions de la fin. Première question que je te pose, c'est quelle question est-ce que tu n'aurais pas aimé que je te pose ? Quelle question j'aurais pas aimé que tu me poses ? Peut-être une question sur un sujet que je connais pas. Typiquement l'IA, je suis pas un expert en IA, quoi, mais je vois pas, non. Franchement, à part ça. Dans tes coachings, tu vois de plus en plus de personnes qui te posent des questions sur l'IA ou qui s'appuient sur l'IA et où toi, tu as besoin de leur dire non, attends, détache-toi de l'IA, reviens à la réalité. Non. En fait, je sais pas où en est l'IA dans les entreprises. Je pense que les entrepreneurs sont beaucoup plus en avance sur ça parce que tu as un vrai gain de temps. J'ai du mal à calibrer le niveau d'utilisation de l'IA dans les entreprises. Je sais qu'il y a encore 6 mois, quand je parlais de ChatGPT en entreprise, il y a des gens, ils n'avaient même pas entendu parler du mot, quoi. Ah ouais ? Ouais. Donc, ouais, non, mais c'est... Pourtant, c'est un truc, depuis novembre 2022, on en entend parler tous les jours. Et donc, c'est surprenant, tu vois. Et donc, de voir que, en fait, ils connaissent pas, tu dis waouh. Mais non, je vois pas vraiment une question qui m'aurait plus perturbé que ça, ou plus dérangé. Quelle question est-ce que tu aimerais bien que je te pose ? Quelle question j'aimerais bien que tu me poses ? C'est rigolo, c'est une question que je pose souvent aux gens quand je fais un entretien comme ça et que tu m'aurais pas posé. Ou peut-être que je te l'ai posé, hein. Mais si je te l'ai posé, je suis contente. Si je te l'ai pas posé... Par rapport aux nouvelles générations, c'est comment en fait on peut manager des nouvelles générations, quoi. Et quelles sont leurs attentes ? Alors je te pose la première question. Quelles sont les attentes des nouvelles générations, du coup ? C'est intéressant. En termes managérial, on parle ? Même dans l'entreprise, ouais, dans l'entreprise. Alors moi, si je dois répondre à cette question en tant qu'RH, pour moi, les nouvelles générations, ce qu'elles attendent, c'est beaucoup de liberté. Tu vois ? Beaucoup de bienveillance, voilà. C'est ça qu'elles attendent des entreprises principalement. Et d'ailleurs, quand je suis en entretien avec des candidats, de plus en plus, ils m'interrogent sur pourquoi est-ce que vous travaillez chez QuickMS, qu'est-ce qui fait que vous y restez, c'est quoi les valeurs de la boîte, comment vous les appliquez et quel type de manager est-ce que je vais avoir, etc., etc. On est toujours sur des questions basées sur les relations humaines, les conditions de travail. Ouais. Et l'équilibre vie pro, vie perso qui est lié à la liberté. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions sur le sens ? Moi, j'ai pas de questions sur le sens. Maintenant, c'est sûr que si tu leur proposes un poste où... Ah si, ils me posent la question de est-ce que mes idées vont être prises en considération. Ouais. Voilà. Et ça, à partir du moment où tu leur dis c'est plus la direction qui prend les décisions, etc., tu sens qu'il y a dans sa posture, il recule. Ouais. Tu vois, moins... Ça répond pas à ses besoins, à ses attentes. Hein. Ouais, exactement. Moi, c'est ce que je vois au niveau RH. Ouais. Toi, de ton côté ? En fait, la même chose que toi, la notion de sens et le fait qu'en fait, il n'y ait pas une hiérarchie fixe. Oui. Donc, on soit ils appellent ça l'adocratie. En fait, c'est les bonnes compétences au bon moment, quoi. C'est-à-dire que ça peut être tournant, tu vois. C'est pas t'as un manager qui est tout le temps manager, ça peut être le manager sur un projet, puis après ça va être quelqu'un d'autre qui va être manager. Ah ouais. Et en fait, c'est d'utiliser les bonnes ressources et de faire de l'intelligence collective et que tout le monde puisse parler, quoi. Donc ça, je le vois, en fait, j'interviens dans une école d'ingénieurs, l'école des mines, et je vois c'est vraiment quelque chose qui est important pour eux, quoi. Que, en fait, il y ait cet esprit de groupe, et du coup,
là où on pensait à l'époque que les profils rouges étaient des super managers, avec les nouvelles générations comme ça, il vaut mieux des profils verts, tu vois, qui sont plus dans l'écoute, Ouais. plus dans le coopératif, plus à faire de l'intelligence collective, au lieu d'avoir quelqu'un qui prend toutes les décisions tout seul et qui avance quoi, comme de 50 mètres devant, quoi. Donc ça veut dire que... Parce que souvent, moi, la question qui est posée, alors, soit je l'interprète mal, soit du coup, ce n'est plus la bonne formulation, mais qu'on m'a toujours posée, c'est quelles sont les possibilités d'évolution. Et à chaque fois, toi, t'entends, il veut devenir calife à la place du calife, c'est-à-dire il vise le management, alors qu'en fait, pas du tout, finalement. Non, pas forcément. En fait, ce qu'il veut viser, c'est que est-ce que je peux faire pendant 18 mois au marketing, pendant 18 mois au commerce, en fait, c'est comment, au travers des différentes expériences que je vais avoir, je vais pouvoir apprendre. Et eux, ils sont en recherche de je vais être une meilleure version de moi-même. En fait, les soft skills, c'est super important. En fait, ce qu'ils veulent, c'est se retrouver dans un environnement où les soft skills sont importants. Et comment on fait pour y répondre? Parce que, moi, chez QuickMS, j'ai envie de te dire, c'est possible, on est dans une petite structure, donc limite, ce serait plus facile de répondre à ce besoin-là plutôt que le besoin d'évolution, forcément vers du management, évolution de carrière, qui pour moi correspond plus à ce à quoi les grands groupes peuvent répondre, qui eux, pour le coup, pourront moins bien répondre à leurs envies je sais plus comment on appelle ça, excuse-moi, j'ai perdu le terme, leur besoin de sens et d'évoluer en fait. Moi, je pense que dans les jeunes générations sont plus attirées par des entreprises de petite et moyenne taille, voire entreprises intermédiaires, que les grands groupes où tu vas te retrouver avec des décisions qu'ils ne comprennent pas, tu vois, avec du management encore à l'ancienne. Alors, c'est pas une généralisation que je fais, mais c'est un risque. Moi, je vois des gens qui partent de petites entreprises, qui vont dans les grosses boîtes et qui reviennent dans la petite parce qu'en fait, ils se rendent compte que c'est hyper politique. En fait, on est en dehors du vrai sens du boulot, quoi. Et après, c'est une vraie recherche de sens dans le travail. C'est-à-dire que quand je travaille dans la boîte, à quoi je contribue, quoi. Donc, en fait, tu as on va dire, la partie écologique qui va ressortir, la partie environnementale. Tu vois qu'ils sont en recherche de projets qui ont du sens, quoi. Voilà, quand je dis le sens, c'est ça. Tu parles de liberté, en effet, il y a l'autonomie qui est hyper importante. Qu'ils aient de l'autonomie dans leur travail, qu'on les responsabilise et surtout qu'on ne leur dise pas comment il faut faire. Parce que quand tu dis les méthodes de travail, moi il y a beaucoup de dirigeants, ils me disent mais ils n'ont pas commencé l'entretien, déjà ils me demandent si on peut faire du télétravail, si on peut... et ils n'aiment pas ça. Hein. Ah, mais oui, en fait tu veux dire les dirigeants ils n'aiment pas ça. Ouais, les dirigeants n'aiment pas ça. Bah ouais, ils n'aiment pas parce qu'en fait ils perdent le contrôle du truc, quoi, tu vois. Et en fait c'est pour eux, pour la nouvelle génération, c'est important de se dire je peux travailler de chez moi, de toute façon je vais travailler, quoi, je vais faire le boulot. J'ai pas besoin d'aller au travail tous les jours pour pouvoir faire ce travail-là, quoi. Voilà. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a une notion de liberté, de comment j'ai envie d'interagir. Après, et il y a un troisième point, c'est le bien-être. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas renier sur leur bien-être. Ils veulent vraiment avoir une vie équilibrée entre le pro et le perso. Et j'ai des dirigeants qui me disent, tu te rends compte, j'ai proposé à un tel de faire une réunion à 18h. Il m'a dit, je peux pas parce que je vais courir. Non mais tu vois, c'est rigolo parce que, en fait, de ma génération, je sais pas s'il y a quelqu'un qui aurait dit quelque chose comme ça, quoi. C'est... Moi, j'ai plus de 50 ans. Après, mais tu vois, ça montre que... parce que finalement, l'avantage des grands groupes aujourd'hui, ce que vont te dire certains, c'est le seul avantage que je vois d'aller dans les grands groupes, c'est... Enfin, il y en a deux. Le premier, c'est le package, parce que forcément, il y a des avantages sociaux qui sont... Voilà, participation, intéressement, le salaire est toujours plus élevé dans les petites entreprises. Le CE, la mutuelle. Moi, je peux te dire que j'avais un CE avant dans une boîte, j'avais 2000 € par tête sans compter les à côté, tu vois. Donc, c'est fou. Et en même temps, ils vont te dire, voilà, ça c'est le premier avantage du grand groupe. Et après, c'est si jamais tu veux avoir une carrière pro purement où tu gravis les échelons, il n'y a que dans les grands groupes que tu peux le faire. Mais j'ai l'impression qu'il y en a vraiment de moins en moins qui veulent ça. Donc en fait, les grands groupes, ils ont vraiment un sujet pour attirer les nouvelles générations. Mais à un moment donné, ça va forcément bloquer. En fait, je pense que les grands groupes, leur salut, ça va être d'embaucher des entrepreneurs. D'embaucher des solopreneurs, quoi. Des freelances. En fait, il y a de plus en plus de boîtes qui, au lieu de recruter quelqu'un, elles vont chercher des freelances. Parce qu'elles n'ont pas le choix, en fait. Exactement. Et puis le freelance, une fois qu'il est chez lui, quoi. Il fait ce qu'il veut, quoi. Alors, tu as des boîtes où ils demandent aux freelances. J'en ai vu un dernièrement sur un atelier disque. Il travaille dans une boîte sur Paris. Et lui, il est à Marseille. Donc, en fait, il dit, il a négocié pour pouvoir travailler de Marseille.
Mais comme c'est un freelance, la boîte, elle est plus à même de le laisser comme ça. Donc en fait, une entreprise, dans les années qui viennent, elle aura des collaborateurs et elle aura beaucoup plus d'entrepreneurs ou de freelance ou de solopreneurs qui graviteront autour de la boîte et qui fait que en fait, ça va créer un écosystème qui fonctionnera, quoi. Et comme les nouvelles générations ont tendance à se mettre beaucoup en auto-entrepreneuriat, Ouais. finalement, le système est plutôt bien fait. Quoi. Exactement. Ça se régule bien. Ouais, exactement. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs. Ouais. En fait, si ça leur permet, eux, de bosser comme ils ont envie, avec les méthodes qu'ils veulent, bon après, tu as quand même des contraintes vis-à-vis de l'entreprise, mais en tout cas, ils ont cette liberté, cette sensation de liberté qu'ils recherchent. Ouais, parce qu'ils choisissent le contrat, ils peuvent l'arrêter quand Exactement. ils veulent. Exactement. Si les gens veulent échanger avec toi, te rencontrer, faire appel à tes services, comment est-ce qu'ils font pour te contacter? Moi, je sais. Sur LinkedIn. Voilà. Mais vas-y. Eh ben, LinkedIn ou par téléphone ou par mail. Voilà. Donc toutes mes coordonnées sont sur LinkedIn. Donc, il suffit de chercher Olivier Christol avec un H. Et puis, il n'y a plus qu'à, quoi. Parfait. Tu souhaiterais rajouter quelque chose? Si, ouais, déjà je voudrais te remercier. C'est rigolo, alors je sais pas si les gens le savent, mais en fait je t'avais contacté, je t'avais posé une question, et puis tu m'as proposé de faire ce podcast. Vraiment, je te remercie, c'était super sympa. Merci à toi d'être venu parce que franchement c'était super intéressant et c'est la première fois que je peux enfin discuter de la méthode DISC avec quelqu'un qui la pratique. Ah ouais, d'accord. Qui la pratique et qui la met en application dans les entreprises. Super. Donc merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Et puis à bientôt sur After Work RH, on se retrouve. Ouais, à la rentrée. Ouais. Super. Merci. Merci.